Bienvenue dans cette nouvelle émission de d'Office. Désolé on a eu quelques soucis techniques à régler, notamment le son. J'espère que vous nous entendez bien parce qu'on a galéré pour vous retrouver le son. Vas-y Max, t'inquiète. On espère que vous allez bien, que vous êtes au chaud, sous un plaid, un petit thé, enfin bref, les conditions idéales pour écouter cette émission parce que bon, c'est rude ces derniers jours. Ouais, hein. c'est vraiment compliqué. C'est bien parce que c'est en lien avec notre invité du coup. Oui, alors aujourd'hui, on n'avait pas prévu qu'il tombe 15 cm de neige hier, mais on voulait quand même vous parler du sans-abrisme en Belgique et du plan grand froid qui a été instauré ces dernières semaines. Et pour ça, on accueillera tout à l'heure Benjamin Pelletier, chargé de plaidoyer à l'ASBL Lilo. Et d'ailleurs, avant de commencer, on va remercier LOLNLZ qui a pris son abonnement dans le chat, ça fait plaisir, merci beaucoup. Oui, merci et merci d'être là, ça fait plaisir. Ouais, et également Narali en balade qui nous follow depuis quelques secondes. Wow, merci beaucoup, merci ça fait super plaisir. Ça fait On plaisir. va avoir des problèmes techniques plus souvent si ça nous amène. Mais vraiment, on a fait de notre possible pour faire cette émission le plus rapidement possible, mais vraiment il y a eu un souci, on a eu des soucis de micro, il y en a qui ne fonctionnaient pas, on avait un beau, il y a 2 semaines on avait un beau petit micro podcast que vous avez peut-être repéré. Il aura duré une émission. Il a disparu. Et on remercie quand même François qui est venu à notre secours de manière complètement impromptue et inopinée et qui nous a encore une fois sauvé la mise. François qui était là dès le début d'Office et qui là malheureusement n'est plus là mais qui nous a soutenus et qui nous soutient encore à distance. Bisous François. Pour vous présenter un petit peu le sommaire de cette émission, Augustin, tu vas nous parler du projet de loi, je vais le faire pour que ça aille plus vite, bien sûr, du projet de loi immigration du Royaume-Uni et de Rishi Sunak qui en fait un de ses dossiers phares. Exactement. Naed, tu vas nous parler d'un sujet un petit peu plus léger parce qu'on va parler de nouvelles résolutions. Janvier n'est pas terminé, c'est le moment de le faire, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc voilà, tu vas nous parler de ça tout à l'heure. Moi, je vais vous faire aussi une chronique et pour mon plus grand bonheur, je vais vous parler politique et premier sujet de campagne électorale, on peut dire, avant de préparer les élections en juin. C'est un peu le premier de l'année. Et toi, Jonas, par contre, tu t'en vas à l'autre bout de la planète pour nous parler de Taïwan. Exactement. Et oui, effectivement, je vais t'appeler Marilou, ce sera peut-être beaucoup plus simple pour l'avenir. Bah oui, effectivement, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, comme a dit Margot, que vous êtes bien au chaud, que vous êtes rien cassé avec cette neige. Moi j'avoue que j'ai encore eu peur de ne pas pouvoir me rendre à cette émission. Ça aurait été la deuxième fois cette année. C'est vrai. Ouais, ça aurait déjà été la deuxième fois cette saison que j'aurais loupé une émission pour cause de conditions climatiques, comme quoi en Belgique il n'y a pas que de la pluie, parfois il y a des tempêtes, des fois des blizzards, une vraie petite fête. Salut bande de gens, salut Animator, ça fait plaisir. Salut. Fraluis qui est là, qui a ça, tout va bien. Tout va. Il n'y a pas de micro-pied, mais ça va, on nous entend. On se débrouille. Bref, effectivement, comme tu as dit Margot, aujourd'hui je vous emmène vers de plus vertes contrées. Aujourd'hui, on met le cap vers Taïwan, cet état souverain qui est situé donc au large de la Chine qui revendique depuis des années la propriété de Taïwan. Alors c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, Taïwan possède une indépendance administrative, politique, diplomatique et militaire par rapport à la Chine continentale, mais son indépendance n'a jamais été proclamée ni par le gouvernement de l'île, ni par celui du continent. Et dans ce cadre politique-là, eh bien, il y a eu des élections présidentielles à Taïwan dernièrement, et pour la 3e fois de suite, c'est le Parti démocrate progressiste, c'est le nom, c'est littéralement le nom, qui a remporté le scrutin. Le nouveau président de Taïwan, il s'appelle donc aujourd'hui Lai Ching-te, en espérant que je le prononce correctement, c'est vrai que c'est toujours un peu ça je sais compliqué. pas par contre, je suis désolée. Il est régulièrement présenté comme un indépendantiste taïwanais ou au moins un anti-Chine, et il n'a pas manqué d'ailleurs d'envoyer quelques pics à Pékin pour son premier discours. Comme l'a très justement titré le soir, je ne sais pas si Maxence tu es revenu et que tu sais envoyer le média, comme l'a très justement titré le soir, Lai Ching-te c'est un peu l'homme dont la Chine ne voulait pas. C'est-à-dire que les officiels chinois ont d'ailleurs réagi très rapidement en condamnant les activités séparatistes à Taïwan et en affirmant que la réunification avec la Chine était inévitable, etc. En fait, il n'y a quasi aucun doute sur le fait que ces élections vont raviver les tensions entre la Chine et Taïwan, et c'est déjà observable en fait. Mais la question du futur de Taïwan aujourd'hui se pose réellement. Est-ce qu'ils sont condamnés à perdre leur souveraineté? Est-ce qu'une invasion par la Chine est possible? Ou bien au contraire, est-ce que les bons résultats successifs du Parti démocrate progressiste vont assurer la pérennité de l'État? Ça fait beaucoup de questions. J'étais dans le mal pour vous. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu quelques soucis avant d'arriver, mais maintenant, normalement, c'est réglé. On devrait pouvoir enchaîner. Mais donc, Taïwan, déjà, il y a une première source d'inquiétude. Pour être indépendant, un pays doit être reconnu comme tel par un certain nombre d'autres pays. Je sens combien ou pas par combien, je ne sais pas, mais plus tu en as, forcément, plus tu acquiers de la crédibilité et de la légitimité en tant que pays indépendant. Mais je me demandais s'il y avait, je sais pas,
pas une loi, mais un texte informel qui disait que tu dois être reconnu par autant d'États pour pouvoir proclamer. Après, il y a des États qui ont proclamé leur indépendance sans. Oui, de manière complètement. Sans l'aval des autres, quoi. C'est sûr. J'imagine qu'une fois que tu as l'approbation des plus grands pays, ou en tout cas d'un consensus, le reste suit, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, dans le cas de Taïwan, c'est là que ça coince en fait. Parce qu'il n'y a que 12 pays aujourd'hui, à l'heure actuelle vraiment où on parle, qui soutiennent Taïwan. Est-ce que vous avez une idée desquels? Tu nous as dit hier le Vatican et le Paraguay. Ouais, il y en a deux qu'on connaît déjà. Exactement. Mais moi, je dirais des petits pays dont personne ne parle jamais. Le Liechtenstein, tu vois, par exemple. Alors, tu vois venir, malheureusement, il n'y a pas de Liechtenstein. Et le pire en plus, c'est que ce chiffre de pays qui soutiennent Taïwan baisse d'année en année. Ça a été notamment le cas de Nauru, Nauru, pardon, un micro-État d'Indonésie qui fait à peine 21 km², mais qui est un des plus peuplés au monde, densément peuplé au monde, pardon. On a pu le voir en préparant l'émission. Et donc allez voir, c'est incroyable. C'est assez impressionnant. L'île, vraiment, on a l'impression que c'est un caillou. Et dessus, il y a 12 000 personnes. Donc c'est vraiment impressionnant. Et donc, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils rompaient complètement leurs relations diplomatiques avec Taipei, donc capitale de Taïwan. Et donc, c'est aussi le cas des pays qui soutenaient Taïwan. Eh bien, il y avait Haïti, le Belize, de Saint-Christophe et Nieves, du Guatemala, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et les Grenadines. C'est des villes que tu nous cites, là, c'est pas des pays. J'étais pas loin avec mon Liechtenstein, en vrai. T'as fait un tour de Wallonie, t'as pris tous les noms de villes qui commencent par Saint. De Mélin-l'Évêque. Exactement. Et donc, il y a également le Guatemala, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, j'ai dit, le Paraguay, le Vatican, Eswatini, etc. Donc, pas des grandes puissances économiques a priori, pas un énorme poids dans les discussions internationales. C'est pas les États-Unis ou l'Europe. Exactement. Mais on va voir que les États-Unis, même s'ils ne reconnaissent pas forcément l'indépendance de Taïwan, soutiennent Taïwan de certaines façons, parce que diplomatiquement, ça peut être compliqué de soutenir Taïwan, on va le voir. Parce que, en fait, au nom du principe d'une seule Chine qui est défendu par Pékin, Pékin n'entretient pas de relations diplomatiques avec les États qui décident d'en avoir avec Taïwan. Et c'est pour ça que c'est un peu périlleux diplomatiquement de reconnaître la souveraineté de Taïwan. En fait, c'est une sorte de stratégie pour la Chine qui va viser vraiment à isoler Taïwan diplomatiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier que selon la Chine, Taïwan est une province chinoise. Et donc, comme je l'ai dit, les autorités chinoises, et Xi Jinping en tête, répètent inlassablement que la réunification de Taïwan et de la Chine est inévitable. Alors, c'est un comportement qui est discutable et qui est évidemment vivement critiqué à Taïwan. D'ailleurs, Olivia Lin, qui est la porte-parole de la présidence taïwanaise, a déclaré, je cite, « Alors que le monde entier félicite Taïwan pour la réussite des élections, Pékin a lancé une répression diplomatique qui constitue une riposte aux valeurs démocratiques et un défi flagrant à la stabilité de l'ordre international. » C'est la porte-parole de la présidence taïwanaise. Ok. Toujours côté taïwanais, il y a certains acteurs politiques qui ont carrément accusé la Chine d'avoir activé certaines aides économiques afin de convaincre le micro-État de Nauru de abandonner littéralement leur soutien à Taïwan. De là à parler de corruption, il n'y a qu'un pas. Oui, mais s'ils le font, c'est qu'ils ont des bonnes raisons, on suppose. D'accuser ou d'activer les aides économiques? Non, si Nauru se retire son soutien à Taïwan, c'est que derrière, il y a d'autres enjeux qu'on ne voit pas. Probablement, ça c'est beaucoup de spéculation, mais selon en tout cas les porte-paroles à Taïwan, il y a clairement une influence de la Chine dans cette décision, quoi. Oui, la corrélation, bon, oui, elle se pose là, quoi. Corrélation n'est pas causalité, mais non, voilà. Bien sûr. Donc a priori, au vu de l'évolution des choses, c'est assez difficile de croire en une évolution vers l'indépendance de Taïwan, mais comme toujours quand quelque part dans l'univers un pays a un problème démocratique, les États-Unis arrivent, et un peu comme Manuel Valls à chaque élection française, n'est-ce pas? Eh bien, ça n'a pas loupé, ça a mis le feu aux poudres. Laura Rosenberger, qui est la représentante américaine en visitant à Taïwan juste après les élections présidentielles, s'est déclarée déçue de la décision de Nauru et s'est même permise d'accuser la Chine de souvent faire des promesses en échange de relations diplomatiques et qui ne sont finalement pas tenues. Alors, comme on dit quand on est un journaliste en manque d'idées, ambiance. Et donc, inévitablement, la Chine a réagi, la tension est encore montée d'un cran et n'est pas vraiment redescendue aujourd'hui. J'ai vu passer l'info aujourd'hui d'ailleurs que 24 avions militaires chinois avaient été détectés autour de Taïwan en 24 heures. C'est pas parti pour s'arranger. Cela dit, un peu de nuance dans ce monde de brut. Je reprends un peu ce qui a été dit dans un excellent article du Courrier International. Merci Augu. Que voici, bon ça va être compliqué de le voir à la caméra, mais lisez-le, c'est très intéressant, intéressez-vous au Courrier International. Selon bon nombre d'observateurs, il reste quand même assez peu probable de voir la Chine lancer une offensive militaire pour conquérir Taïwan, déjà de par la difficulté que ça représente, parce que ça nécessiterait une supériorité à la fois aérienne et maritime,
mais aussi parce qu'une offensive qui s'enlise, comme ça peut être le cas en Ukraine par exemple, eh ben, ça affaiblirait fortement le discours d'une Chine qui aurait retrouvé sa puissance militaire et économique également. Alors une défaite, évidemment, il ne faut même pas y penser. Il faut ajouter à cela un contexte en Chine de contestation politique au sein même du pays, qui pourrait amoindrir le soutien porté à un conflit qui s'éterniserait. Et bien sûr, le soutien des États-Unis à Taïwan, qui a rarement été aussi fort, constitue en vrai à lui seul un obstacle suffisant à toute action militaire de la part de la Chine. Je clôturerai avec un petit dernier paragraphe. Globalement, il est assez peu probable de voir une offensive militaire chinoise lancée à l'encontre de Taïwan, voilà, on l'a dit. Par contre, et il s'agit là d'un risque réel, Taïwan pourrait bientôt se retrouver complètement esseulé diplomatiquement, sans aucun État qui reconnaisse sa souveraineté. L'indépendance taïwanaise s'envole et emportera avec elle les bons résultats du Parti démocrate progressiste qui aujourd'hui est au pouvoir pour la 3e fois consécutive, comme je l'ai dit. En tout cas, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est que les événements récents ont braqué les projecteurs sur Taïwan, ce qui est assez rarement le cas. On parle rarement de Taïwan et de la situation entre la Chine et Taïwan par ici. Sauf quand il y a des tensions des élections, quoi. Voilà, ce qui est le cas du coup. Maintenant, la communauté internationale, de fait, ne peut pas ignorer ce qui se passe et va devoir peut-être éventuellement se positionner, au moins déclarer certaines choses. Ce que je trouve super intéressant, on en a déjà parlé hier, c'est cette espèce de paradoxe en mode les États ne veulent pas reconnaître, ne reconnaissent pas Taïwan en tant qu'État tout simplement. Mais d'un autre côté, si la Chine commence à attaquer Taïwan, je suis pas sûre non plus qu'elle ait le soutien. Je suis pas sûre qu'elle ait non plus un gros que tout le monde s'arme contre la Chine, tu vois. Mais elle va pas recevoir les faveurs de la communauté internationale. Et donc c'est dans cette espèce d'entre-deux que les pays se situent et les pays démocratiques essentiellement. Mais enfin voilà, je trouve ça intéressant. Mais après, il y a aussi l'opportunité pour la Chine de pas forcément passer par la technique militaire, mais par l'arme économique. Et c'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire dans certains territoires les plus proches du continent, à offrir des opportunités d'emploi, des opportunités économiques, à attirer les ressortissants taïwanais pour faire grandir le sentiment pro-chinois. Et à présent, encore avec tout ce qui se passe partout dans le monde, il y a... Vérifie que le micro soit bien allumé. Peut-être qu'on a de nouveau un problème de micro. Oui, ça va la 7e fois aujourd'hui. Là, c'est bon. Ça, c'est bon, on est bon. Merci, Augu. Donc là, avec tout ce qui se passe partout dans le monde, tu viens de parler des États-Unis qui est au secours pour l'indépendance, les libertés, etc. Je pense qu'ils sont fort occupés pour l'instant. Il est bien clair, on a l'Europe, il y a une guerre, au Moyen-Orient, il y a une autre guerre, alors hésiter à soutenir qui. Et puis il y a une préparation d'élection. Mais on aurait pu faire un sujet sur le début des primaires républicaines, qui est vachement intéressant, je trouve. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, clairement. De toute façon, cette année, je pense que les élections, ça va être un peu le fil rouge de la plupart des émissions d'actualité. Ils sont trop busy pour l'instant, les Américains. Mais tout le monde est busy. Ouais. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Mais Si, moi je voulais juste te demander vite fait. Ah, bah super, comme tu me demandais. Dernier truc, c'est juste pour ça. Il me semblait qu'il y avait, en plus des présidentielles, il y avait aussi les législatives à Taïwan. Est-ce que là, on sait si le président a eu la majorité ou pas? Là, je sais qu'il a obtenu en soi 40% des résultats pour ces élections-ci, parce que les votes ont été un peu éclatés entre deux partis de l'opposition. Mais un des partis de l'opposition avait déclaré qu'il fallait faire confiance à Xi Jinping, etc. Donc forcément, il s'était pris un retour de bâton de la part de la population. Pour les législatives, je n'ai pas vu d'infos particulièrement. Ça marche. Merci beaucoup, Jonas, d'avoir avec plaisir. Porté ta loupe à l'autre bout de la planète pour nous. En de plus vertes contrées, qu'ici. Non, je ne veux pas dire ça non plus, j'ai jamais visité Taïwan. Non, moi non plus, c'est vrai. Allez, on vous laisse, on se retrouve avec l'invité juste après. Et on se retrouve avec notre invité, Benjamin Pelletier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui parce qu'on voulait parler du sans-abrisme en Belgique et je trouve ce sujet d'autant plus fort avec les températures qu'il y a ces derniers jours et semaines et la neige qui est tombée ces 2 derniers jours. Benjamin, tu es chargé de plaidoyer à la SBL Lilo qui est basée ici à Bruxelles. Depuis 1960, vous luttez contre le sans-abrisme et vous venez également en aide aux personnes mal logées. Vous mettez notamment l'accent sur le travail d'accompagnement qui est nécessaire à une bonne intervention puisque vos projets tournent autour de l'accueil d'urgence et de l'hébergement temporaire, mais aussi du logement, de la formation vers l'emploi et de la santé alimentaire. L'ILO prône des valeurs d'inclusion, d'autonomie et de dignité. On l'a mentionné rapidement, mais ta fonction exacte, Benjamin, c'est chargé de plaidoyer au sein de l'ILO. Alors, moi j'avoue, c'était un petit peu obscur comme nom. Est-ce que tu pourrais du coup nous commencer
Oula, est-ce que tu pourrais Commencez commencer par nous. par nous expliquer En quoi ça Sorry, je vais y consiste arriver, j'enchaîne une longue journée. En quoi chargé de plaidoyer, ça consiste? Ouais, en fait, c'est un peu un mot effectivement un peu bizarre qui n'est pas forcément toujours très connu du grand public. C'est un terme qui, je crois, à la base vient plutôt du monde des ONG, etc. Mais grosso modo, l'idée du plaidoyer, c'est de dire, en fait, en tout cas, la réflexion qu'il y a eu chez nous à Lilo, c'était qu'il y avait un travail qui était fait pour gérer au quotidien des situations compliquées, d'urgence, etc. Donc vraiment de la première ligne, on appelle ça. Mais qu'en fait, on pouvait faire de la première ligne tant qu'on voulait. C'est pas ça qui allait régler les problèmes qui amenaient ces personnes face à nous, à savoir les causes qui amenaient les gens à la rue, qui amenaient les gens au sans-abrisme. Et donc, il a été décidé à Lilo, mais ça c'était avant que j'arrive là-dessus, mais de se dire, on va aussi développer un rôle au sein de notre institution, dont le boulot, ça va justement être d'essayer de participer à la création d'un monde ou d'une société où demain il n'y aurait plus de sans-abrisme. Donc la baseline d'ailleurs de Lilo, c'est sortir du sans-abrisme. Et donc le chargé de plaidoyer, donc moi qui est embauché, son boulot en quelque sorte, c'est de aussi bien aller sensibiliser le monde politique, donc c'est aussi un boulot vraiment plus qu'on pourrait qualifier de lobbying comme ça, donc auprès du monde politique, sensibiliser à ces questions-là, amener ces questions-là dans l'actualité, mais pas que le grand public, pas que le monde politique, c'est aussi le grand public, quoi. C'est l'idée de se dire en fait il y a certains changements, ils n'ont pas lieu si à un moment donné il n'y a pas une prise de conscience plus généralisée que juste quelques personnes. Et donc, ça veut dire parfois mener des campagnes sur des thématiques, ça veut dire potentiellement aller parler dans les médias comme je peux le faire ici ce soir. Voilà. Et alors, une des particularités aussi de ma fonction à Lilo, c'est qu'on ne veut pas croire que nous, une seule association toute seule, on va changer le monde. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de s'inscrire dans un réseau avec d'autres acteurs, quoi. Donc on travaille beaucoup avec d'autres associations actives dans la lutte contre le sans-abrisme et on essaye de coordonner notre action, quoi. Donc ce n'est pas toujours les actions qu'on mène, des actions labellisées ILO. Parfois, c'est des actions qui sont de la part de tout le secteur et dans lesquelles moi je m'implique. Et donc voilà, c'est ça grosso modo ce que c'est qu'un chargé de plaidoyer. Et tes interlocuteurs, du coup, tu as dit le pouvoir politique, c'est le pouvoir politique fédéral, régional. Est-ce que c'est aussi européen? Est-ce que vous essayez de développer aussi ça à ce niveau-là ou pas? Mais quand il n'y a qu'une seule personne, on est forcément obligé de quand même viser un peu. Donc dans le niveau européen, ça ne va pas jusque-là. Après, nous, on est représentés au sein de... Dans tous les secteurs, maintenant il y a des fédérations au niveau de la Belgique, des fédérations au niveau européen. Donc il y a une fédération du secteur sans-abrisme au niveau européen qui est active et dans laquelle on va régulièrement s'impliquer. Donc oui, mais pas nous directement au niveau européen. Et même au niveau belge, le fédéral, on a déjà eu des tentatives de plaider pour des choses, mais c'est vrai que les compétences vraiment liées aux questions sans-abrisme, c'est plus à la région qu'elles se trouvent. Donc nous, on est actifs à Bruxelles et en Wallonie, donc c'est vraiment ça, nos interlocuteurs principaux, c'est les deux régions en la matière. Et pour présenter un peu la SBL à nos viewers ce soir, est-ce que tu pourrais expliquer concrètement ce que fait Lilo? Ouais. Lilo, c'est une organisation qui a beaucoup évolué ces 10-15 dernières années, mais à l'image en général du secteur, où historiquement, Lilo, c'était principalement quand c'était fondé des maisons d'accueil. Donc les maisons d'accueil, dans la panoplie des outils de la lutte contre le sans-abrisme, c'est vraiment l'institution la plus répandue. Donc l'idée, c'est que c'est une espèce de grande colocation où des personnes peuvent là-dessus être logées. Chez nous, on essaie d'avoir des chambres individuelles dans nos maisons d'accueil, et c'est pour des périodes qui ne sont pas de l'urgence pure, c'est pas une nuit ou deux, c'est vraiment plusieurs mois. Et l'idée, c'est de les accompagner là pour qu'elles puissent retrouver un accès à un revenu, un accès à un logement, et qu'après, elles sortent ainsi de cette situation difficile dans laquelle elles ont été. Ce modèle-là, il s'est un petit peu abîmé avec le temps. Il est toujours très utile, mais il ne suffit plus parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça coûte déjà cher au pouvoir public de mettre en place tout ce processus, mais qu'en plus, en fait, c'est pas forcément toujours efficace avec tout le monde. Tout le monde ne doit pas passer par une phase où on est comme ça en logement communautaire pendant de nombreux mois. En fait, c'est difficile. Le logement communautaire, ça l'est pour tout le monde et ça l'est aussi pour des personnes évidemment à la rue. Et donc là maintenant, le nouveau paradigme dans le monde sans-abrisme, c'est ce qu'on appelle le housing first. Donc housing first, ça veut dire la première chose qu'il faut faire avant de commencer un travail sur les assuétudes, avant de commencer un travail de réinsertion professionnelle, avant de quoi que ce soit, c'est en fait, il faut redonner aux gens un logement parce que c'est ça le point de départ qui fera qu'après, ils auront une sécurité minimale qui leur permettra éventuellement de redémarrer dans la vie. Un logement propre alors? Oui, un logement propre, un vrai logement comme le tien, comme le mien, pas vraiment un logement à eux, quoi. Et donc c'est le nouveau paradigme. Nous, on ne fait pas directement de hosting first à Lilo, mais c'est quand même l'idée. Et donc là-dessus, dans ce mouvement-là, on a développé pas mal de nouvelles choses à Lilo ces dernières années, entre autres
un de nos pôles qu'on a fort développé, c'est ce qu'on appelle le pôle logement, justement. Là-dessus, on a une cellule, la CCL, donc la cellule de création et de captation de logement, dont le boulot spécifique, c'est justement de trouver du logement auprès de propriétaires privés pour le mettre en gestion auprès d'agences immobilières sociales et que ces logements après soient réservés pour des publics venant du monde du sans-abrisme. Voilà. Et il y a plein d'autres projets comme ça qu'on a lancés, mais donc vraiment l'idée, notamment sous l'impulsion de notre directrice actuelle depuis 10 ans, c'est vraiment d'avoir des projets qui sont un petit peu innovants. Donc la CCL, c'était un projet un peu d'innovation sociale et qui a bien fonctionné, mais il y en a eu d'autres. On a aussi créé le SIL, qui est un autre service de l'ILE, qui est le service d'installation au logement. Et là, le principe du SIL, c'est que des personnes peuvent donner des meubles quand ils déménagent et qu'ils doivent se débarrasser d'un lit, d'une armoire, etc. Le SIL va récupérer des meubles, donc il y a un grand hangar avec des meubles, mais aussi des choses comme des couverts, des assiettes, du petit électroménager, etc. Et comme ça, quand il y a des remis en logement de personnes sans abri, eh bien, ils peuvent aller, ces personnes-là, s'équiper auprès du SIL. Et le SIL, de nouveau, ce n'est pas un projet qu'on a fait rien que pour l'ILO, mais c'est pour l'ensemble du secteur sans-abrisme bruxellois. Donc toutes les associations bruxelloises, quand elles remettent en logement, elles passent par le SIL pour venir chercher. Et alors, il y en a une remarque dans le chat que je trouve assez intéressante parce que c'est une grande idée qui revient souvent. C'est que Margella ne croit pas en la possibilité qu'il n'y ait aucun sans-abri dans la rue, d'éteindre complètement le problème du sans-abrisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire ou effectivement, quand on entend la quantité de projets qu'il y a à mener, la quantité d'axes sur lesquels il faut travailler, est-ce que c'est un doux rêve ou plutôt un objectif réalisable ? Dans l'absolu, c'est possible et des exemples existent. Maintenant, est-ce que pour nous c'est possible en Belgique? Là maintenant à court terme, ça va être très compliqué. Mais donc, comment est-ce qu'on peut parvenir à ça? Mais d'abord, il y a beaucoup plus de mécanismes qui doivent exister pour prévenir en fait l'arrivée en rue. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut éviter. On sait qu'en fait, dès la première nuit à la rue, en fait, la réinsertion sera plus compliquée qu'avant aussi, que si il n'y a pas eu cette première nuit en rue, parce que très vite on s'abîme, très vite ça fait du dégât en fait à la rue, sur la santé mentale des gens, sur la santé physique des gens. Et donc en fait c'est même d'un point de vue stratégique souhaitable de ne jamais en arriver là. Mais on peut toujours imaginer que des gens passeront entre les mailles des éléments préventifs qu'on mettra en place et quand même arriveront avec une perte de logement, etc. Mais alors là on peut avoir des dispositifs qui captent très vite les personnes et qui très vite offrent des solutions. Et donc là, on est défaillant en Belgique sur les deux aspects, aussi bien sur la prévention que sur la sortie de rue. On manque de moyens, on manque de dispositifs. Et donc voilà. Ce truc il y en aura toujours, c'est confortable parce que ça permet d'éviter de prendre ses responsabilités, mais en fait, dans les faits, il y a quand même des exemples qui existent qui montrent que c'est possible de faire autrement. Donc c'est le cas notamment en Écosse, où il y a une grande coalition qui a été créée avec tous les acteurs, qui s'appelle Glasgow 2030, je pense, un truc comme ça. Mais pour le coup, eux, ils y sont déjà maintenant, en fait, quasiment bien avant les années prévues de fin du projet, quoi. Et ils sont déjà très loin. La Finlande aussi, elle avait aussi prévu un objectif 2030. En fait, 2030, c'est un objectif européen que tout le monde s'est fixé. Hein. C'est juste qu'il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Et ils estiment que d'ici 2026-2027, ils seront déjà parvenus à l'objectif à 100%. Mais voilà, cette demande, en fait, il y a pas mal d'études qui sont déjà sorties sur le coût de la gestion du sans-abrisme, en fait. Combien ça coûte d'avoir, comme à Bruxelles, des dizaines d'associations qui sont là pour offrir des repas, pour offrir un abri de nuit, etc. En fait, ça coûte extrêmement cher, quoi. Et donc, en fait, sur le très court terme, avoir un vaste plan pour sortir du sans-abrisme, ça coûtera plus cher. Il faut mettre d'un coup beaucoup d'argent sur la table. Mais à moyen terme, c'est très vite beaucoup plus rentable en fait. Et donc il y a encore une étude de l'ULB qui est sortie l'an dernier, 2023 pardon, c'était l'an dernier, sur justement le coût de sans-abrisme à Bruxelles et dire en fait reloger tout le monde ça coûterait moins cher que de faire ce qu'on fait actuellement, quoi. Et justement dans le chat on nous demande si en termes de coût j'imagine vous réussissez à convaincre beaucoup de propriétaires privés à travailler avec vous et à louer leur logement à des sans-abri. Ben c'est ça le problème, c'est que nous, on avait identifié qu'effectivement l'enjeu c'est d'avoir du logement, donc on avait établi un service pour le faire, pour capter ce logement. En fait là on constate que depuis 1 ou 2 ans, on arrive, alors qu'on augmentait chaque année le nombre de logements captés, donc le nombre de propriétaires convaincus en quelque sorte, là maintenant on n'y arrive plus, on est même en régression et en fait la raison, elle est très facilement identifiable, c'est que on a le coût du marché immobilier, de la location à Bruxelles qui ne fait qu'augmenter. Donc, depuis 2002, à Bruxelles, le prix du logement a augmenté 2 fois plus vite que les revenus des gens. Et donc, ça veut dire, grosso modo, que chaque année qui passe, le gap entre ce que les gens reçoivent comme revenus et ce qu'ils ont à payer comme loyer, ne fait qu'augmenter, quoi. Et donc, forcément,
ça devient de plus en plus critique. Et ça veut dire aussi que ce qu'on peut proposer comme type de loyer aux propriétaires avec une agence immobilière sociale aussi est de moins en moins intéressant pour les propriétaires. Et donc convaincre dans un tel contexte devient extrêmement compliqué, quoi. Et donc c'est sûr que juste, parce qu'il n'y a rien à faire, même si c'est des propriétaires qui vont être avec des... allez, pour qui la donnée, je veux dire, l'impression de faire une bonne action va compter pour eux, ils veulent quand même récupérer leur billes. Et donc, tant qu'on sera dans une logique de bonne volonté, ça ne suffira pas, en fait, parce que là, le gap, il est trop grand. Et donc, on a besoin de décisions politiques. On ne peut plus juste compter sur la bonne volonté des gens, quoi. Et donc, effectivement, ça ne marche de moins en moins, et ça va marcher encore de moins en moins s'il n'y a pas des choses qui sont mises en place, quoi. Et tu parles de l'importance du contexte. Moi, il y a un truc qui me vient tout de suite à l'esprit, même si c'est forcément une idée peut-être reçue. On est 4 ans bientôt après le début de la crise sanitaire. Je me demande à quel point ça a impacté la vie des personnes sans abri ou des personnes qui étaient en difficulté, en situation de précarité et qui sont peut-être tombées dans la rue. Est-ce que sur le terrain, toi et tes collègues, est-ce que vous avez observé des différences? Comment votre travail a été impacté vis-à-vis de ça? Mais le premier truc qui me vient à l'esprit, en tout cas quand on parle de la période Covid, c'est que c'était quand même une période intéressante parce que soudainement il a fallu arrêter tout et que tout le monde reste chez lui, sauf que forcément les personnes qui n'ont pas de chez eux, il y avait un problème de qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et ça très vite quand même, le monde politique en a pris conscience. Donc sur le moment, il y a eu quand même une créativité de crise comme ça qui était de mise, et donc il y a des subsides qui ont été débloqués, des solutions innovantes qu'on croyait impossibles qui ont été rendues possibles en très peu de temps. Et notamment ce qu'il y a eu pendant la période Covid, c'est qu'on a réussi à capter des logements qui étaient vides, par exemple des logements sociaux qui devaient être rénovés, qui ne l'étaient pas depuis longtemps, des hôtels qui avaient fait faillite, qui étaient vides. Enfin, on a réussi à capter comme ça des lieux qui ont été mis en gestion par donnés en gestion plutôt à des associations comme les nôtres, et on a pu comme ça tester des formules d'habitat provisoire, de transit, du logement de transit dans des logements comme ça. Et donc ça, c'était déjà intéressant de pouvoir tester de nouvelles choses grâce au Covid. Et donc ça, c'est quand même une des leçons du truc, c'est que... Tu as perdu ton micro. Petite micro, ça pause fait la mal. technique. Décidément, c'est bon. le son n'est pas avec nous aujourd'hui. En tout cas, si je le dis vite fait, dans le chat, on a des petites félicitations de la part de Zoé, c'est moi. Mettre le micro près de moi, ça fait comme ça. On a des félicitations de la part de Zoé, c'est moi, qui dit chapeau pour ton travail, et Mabouri qui te remercie pour ta réponse à sa question. Voilà. Merci. Merci pour terminer sur le Covid, quand même. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Donc, des solutions innovantes. Non, le problème, c'est que ces financements-là, ils se sont après, au cours des années, forcément, ils s'en sont perdus. On essaie d'en pérenniser certains, d'autres pas. Mais par contre, l'impact vraiment sur qu'est-ce que ça a changé au niveau des usagers, etc., de nos services, ce qu'on constate globalement quand même, c'est qu'il y a une explosion des problèmes de santé mentale dans nos sociétés qui fait que les services de santé mentale sont débordés. Et quand les services de santé mentale sont débordés, ça veut dire qu'il y a certains profils qui vont se retrouver en fait un peu être mis à la porte de ces services ou rejetés en dehors de ces zones. Et qu'en fait notre service c'est un peu, les services pour les personnes sans abri, c'est un peu des services qui sont des réceptacles d'autres lieux de la société qui sont saturés ou qui ne fonctionnent plus. Et donc on a beaucoup plus de gens qu'avant qui ont des problèmes de santé mentale qui arrivent chez nous avec de la psychiatrie, parfois diagnostiqués, problèmes de schizophrénie, etc., et qui ne devraient pas être chez nous, devraient être pris en charge dans des psychiatrie, etc. Et en fait, voilà, à cause de la saturation, on se retrouve à la rue. Et quand vous avez une pathologie grave et que vous êtes à la rue, forcément vos ressources pour en sortir sont quand même beaucoup plus limitées. Et donc ça, c'est une évolution quand même très inquiétante. Alors c'est pas spécialement dû au Covid, mais c'est quand même quelque chose dont on parle plus depuis le Covid et qu'on constate nous aussi. Alors on va revenir sur les politiques juste après, mais avant de continuer, nous ici on aime bien passer par la case définition. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que veut dire sans-abrisme? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a différents types de sans-abrisme? Par exemple, en comparaison avec les gens qui sont mal logés, sans abri, la différence de nomenclature. Aussi. Non. C'est une question classique, donc Bah oui. Mais non, ouais, en fait, il y a une définition légale du terme dans les concepts européens et qui en fait est une définition très large. Donc en fait, elle inclut ce qu'on peut dire le mal logement, même si le mal logement ça manque parfois de précision, mais si par exemple c'est le cas de beaucoup de gens à Bruxelles, donc qui sont recensés dans les chiffres de sans-abrisme, si vous êtes tous les gens qui vivent dans des logements communautaires sans titre ni droit, donc ce qu'on appelle couramment les squats, quoi, ça rentre les personnes qui vivent là-dedans rentrent dans la définition sans-abrisme et donc sont comptées comme telles.
Alors que dans l'esprit du grand public, sans-abri, ça veut vraiment dire le type qui dort dehors à la rue, quoi. Alors qu'en fait, dans les chiffres totaux à Bruxelles, c'est un peu une minorité. Pourquoi? Parce que justement, en fait, il y a beaucoup de services qui existent pour essayer d'empêcher que les gens dorment dehors, parce que c'est compliqué de dormir dehors. Donc vous avez déjà plusieurs milliers chaque nuit qui sont logés dans des abris de nuit d'urgence. Vous en avez plusieurs autres milliers qui sont logés dans des maisons d'accueil, des centres communautaires, des services pour accueil, pour, je sais pas, parents solo. Il y a toutes sortes de services qui existent, mais ce n'est pas à proprement parler. Et c'est pour ça que le terme sans-abri parfois prête à la confusion. Hein. Avant, on disait SDF qui parfois, en fait, était porteur de trop de stigmates, mais en fait disait parfois mieux ce que ça voulait dire. Maintenant, le nouveau mot qu'on pousse beaucoup dans le secteur, c'est le mot de sans chez soi, et on le comprend mieux. C'est-à-dire que si vous êtes là, accueilli dans une institution, vous avez juste une chambre que vous partagez avec quelqu'un d'autre en plus potentiellement, on ne peut pas dire que vous avez un chez vous, donc vous êtes un sans-abri, vous êtes un sans chez vous. Mais vous ne rentrez peut-être pas dans la vision que le grand public en a, mais dans les faits, c'est quand même ça qui se passe, quoi. Tu as abordé les chiffres. Est-ce qu'on aurait une idée du nombre de personnes sans abri à Bruxelles? Est-ce qu'il y a des recensements à ce niveau-là? Oui, c'est un peu... Pardon, à Bruxelles et en Belgique en général. C'est un peu une chance, si on peut parler de chance, mais qu'à Bruxelles en tout cas, c'est que depuis maintenant pas mal de temps, on est doté d'un système de comptage qui a lieu tous les 2 ans. Et donc là où la Flandre et la Wallonie commencent seulement maintenant à faire des dénombrements, nous on a déjà un petit peu d'avance, donc tous les 2 ans ça sort, donc le dernier il est sorti en 2022. C'est un dénombrement qui est coordonné par Bruxelles. Pour Bruxelles, c'est vraiment l'interface quelque part entre les autorités publiques et le monde associatif, etc. sur le sans-abrisme. Et c'est un recensement qui est fait à un instant T. Donc pour le recensement 2022, il était fait un soir d'octobre ou novembre 2022, je ne sais plus très bien quand, sur la nuit, quoi. Et cette nuit-là, d'abord, tous les services qui accueillent des personnes doivent communiquer leurs chiffres à Bruxelles pour la nuit. Même chose, on essaie d'aller dans les CPS, etc., qui puissent nous dire est-ce que vous avez eu des gens récemment, vous savez, dans vos bénéficiaires qui ont perdu leur logement, etc., et qui sont dans des logements de transit. On va dans les squats, etc., à Bruxelles pour essayer de recenser un peu le nombre de personnes dans ces squats-là cette nuit-là. Et puis alors, il y a aussi un vrai dénombrement, là, stricto sensu, qui est fait dans les rues de Bruxelles cette nuit-là, et qui est fait pas par n'importe qui. On demande que le dénombrement soit fait explicitement par des gens du secteur pour qu'il y ait une certaine expertise quand même. Et alors, Bruxelles est quadrillée et on se bat dans les rues de Bruxelles et on compte littéralement les gens, quoi. Et donc là, si on arrive sur les chiffres, à Bruxelles, le dernier recensement, donc qui est sorti en juin 2023 mais qui était fait en novembre 2022, il disait qu'on était à un peu plus de 7000 personnes. Alors un chiffre en valeur absolue, parfois c'est difficile de savoir ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup. En fait, c'est plutôt beaucoup, c'est une grosse augmentation. En fait, à Bruxelles, en un peu plus de 10 ans, le nombre de personnes sans abri a fait x4. Et entre 2020 et 2022, donc en 2 ans, on a fait plus de 2000, donc passé de 5000 et quelques à 7000 et quelques. Donc oui, ça augmente très fort. Donc l'impression qu'ont les gens parfois, moi c'est ce qu'on me dit dans mon entourage, on me dit l'impression qu'il y a quand même plus de gens en rue dans les stations, mais elle est plutôt confirmée par les chiffres. Il y a effectivement plutôt plus de gens maintenant qu'il y a quelques années. Voilà. Pour la Wallonie et la Flandre, on commence seulement, c'est des dénombrements qui ne sont pas globaux, forcément c'est plus une logique par ville. Donc il y a eu des dénombrements par exemple à Charleroi et à Namur il n'y a pas très longtemps, et à chaque fois on tourne autour du millier de sans-abri dénombrés. Et au-delà des chiffres bruts, est-ce qu'on a une idée d'un peu de la sociologie des gens qui sont dans la rue? Est-ce que c'est plutôt des hommes seuls, des familles, des enfants, des jeunes, des gens de classe populaire? Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus aussi sur ces sans-abri en fonction des catégories socio-professionnelles et en fonction des catégories sociales? Ben, ouais, donc Bruxelles, dans son dénombrement, essaye de plus en plus de faire ça, même si c'est toujours un exercice périlleux parce qu'on ne peut profiler qu'une partie des gens dénombrés. C'est-à-dire que ceux qu'on va compter en rue, etc., on ne va pas commencer à leur demander, tiens, votre parcours de vie. Donc ça, on ne va pas le faire. Mais quand même, il y a une partie de l'échantillon, on fait ce travail-là et ça permet d'avoir déjà vaguement une idée, quoi. Enfin, même plus que vaguement, quand même, assez précisément. Donc grosso modo, dans les chiffres, c'est pour les adultes, on est à 2/3 d'hommes et 1/3 de femmes. C'est une réalité aussi assez logique par rapport à ce que on va juste remonter un petit peu le micro qui est un petit peu bas apparemment. Hop là. Voilà, parfait, nickel. Mais donc oui, plus d'hommes que de femmes. Nous, on a, justement, en interne à Lilo, on a mené une étude d'action une recherche-action sur la question du sans-abrisme au féminin. On pense globalement qu'il y a une partie du sans-abrisme féminin qui est largement cachée et qui échappe un petit peu à tous les comptages, notamment parce que les études sociologiques ont montré que la sociologie, qu'est-ce que je raconte moi
sociabilité, non, il y a un terme qui m'échappe, Socialisation. et socialisation, merci, exactement. Bien joué. Socialisation féminine fait qu'il y a beaucoup plus de facilité en général chez les femmes à demander de l'aide à l'entourage. Et que donc elles vont d'abord aller s'installer chez des amis, etc., avant de terminer à la rue. Là où chez l'homme, parfois, il y a ce truc de je vais me débrouiller seul. Et en fait, non, tu ne vas pas du tout te débrouiller, donc tu vas juste terminer dans les conditions difficiles. Mais dans les faits, c'est quand même des personnes qui ont perdu leur abri, leur logement, qui sont sans abri. Donc on estime quand même que globalement, les chiffres des sans-abrisme féminin sont sous-évalués. Maintenant, il y a peut-être aussi plus de garde-fous qui sont mis en place pour elles spécifiquement. Donc je pense notamment maintenant, il y a quand même un effort qui est mis, qui n'est pas encore suffisant du tout, hein, mais qui est plus fort qu'il y a quelques années pour offrir des logements plus facilement aux personnes qui sont victimes de violences conjugales, par exemple. Et que donc là, si quelqu'un vient signaler des violences conjugales, on puisse rapidement essayer de trouver un logement, parce que s'il n'y a pas de logement, en fait, la personne souvent ne sait pas partir de chez elle. C'est assez logique. Donc il y a quand même plus qui est fait pour prévenir ça. Donc déjà ça c'est au niveau de la répartition des genres. Alors ce qui est quand même intéressant aussi à dire, c'est qu'à Bruxelles, sur les 7000 personnes comptées, 1000 personnes c'était des mineurs. Ils sont très très peu en rue, c'est plutôt les profils alors qui vont être dans des maisons d'accueil, dans des institutions qui accueillent des familles, etc. Mais bon, voilà, c'est parce qu'il y a des personnes, des garde-fous qui préviennent quand même qu'il y ait des enfants en rue, mais il y a quand même, ils sont quand même là dans la population de sans-abri, quoi. Donc ça, c'est important de le noter. Et puis alors, à Bruxelles, évidemment, c'est une ville très internationale, donc on a aussi cette proportion de profils internationaux. Donc le comptage de Bruxelles disait 40%, enfin un peu plus, 42, quelque chose, de gens avec la nationalité belge. Je fais ça à la grosse louche de mémoire, mais une vingtaine de pourcents de ressortissants européens et une quarantaine de pourcents de nouveau de ressortissants non européens. C'est ce qu'on te demande dans le chat, exactement. Ouais. Voilà. Très bien joué. Les personnes venant de l'immigration faisaient partie de vos chiffres. Ouais, et notamment dans ces chiffres-là de ressortissants hors Union européenne, une partie très très significative, ce sont des personnes en fait sans papier. Et à Bruxelles, il n'y a pas eu en Belgique, pardon, il n'y a pas eu de régularisation des personnes sans papier, enfin de mouvement de régularisation un peu plus important depuis 2009 de mémoire. Alors qu'avant, il y avait ça à intervalles plus réguliers, tous les 7-8 ans, il y avait une régularisation un peu plus importante qui permettait de résorber un petit peu ces gens qui sinon, en fait, parfois vivent en Belgique depuis 10-15 ans et n'ont pas de perspective. Et là, ce fait que la population de sans-papiers en Belgique n'a jamais été aussi élevée. Une étude de la VUB sortie l'an dernier, elle estimait qu'à Bruxelles, on était je crois que c'était 80 000 personnes qui vivent sans papier à Bruxelles. En Belgique, on est à 50 000. Donc on voit que la majorité se situe quand même aussi à Bruxelles. Et donc, quand vous êtes sans papier, vos risques de tomber dans le sans-abri sont extrêmement élevés parce que vous n'avez pas accès à un travail légal, vous n'avez sans doute pas accès à un bail que vous pouvez signer officiellement, etc. Et donc, votre précarité est renforcée à cause de ça. Et donc, forcément, vos risques d'arriver à la rue sont beaucoup plus forts. Et donc, voilà, forcément. Alors que parfois, c'est des profils qui autrement ne seraient jamais arrivés à la rue, des profils diplômés, etc. Parce que, pour reprendre la question du profil sociologique, il y a quand même cette réalité très claire qui est que plus vous cumulez les vulnérabilités et plus vos chances d'arriver à la rue sont importantes. Donc, si vous venez d'une famille aisée, que vous avez un diplôme, etc., que vous êtes de nationalité belge, avec ces trois éléments-là, quand même, les risques que vous arrivez à la rue sont quand même très, très limités. Et par contre, si vous les retirez un à un, à chaque fois, vous perdez un petit peu. Donc, si vous venez d'une famille précaire, voire pas de famille, que vous n'avez pas aucune formation spécifique, et qu'en plus, éventuellement, vous venez de l'étranger sans papier, alors là, c'est la cata. Vraiment, vos risques d'arriver à la rue sont peut-être x10, x20 par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, vous y arrivez plus vite. Ces dernières semaines, on parle beaucoup du plan grand froid qui a été activé. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça implique ? Ouais. Donc, je vais peut-être d'abord revenir un petit peu en arrière dans l'historique pour ne pas parler de Stanley spécifiquement, mais longtemps, la gestion du sans-abrisme en général, etc., ça a été le fait d'associations issues d'initiatives privées. Et notamment, dans ces initiatives privées, on ne va pas se mentir, c'était aussi beaucoup d'initiatives qui venaient de, par exemple, l'Église catholique, donc des paroisses qui allaient lancer un centre d'accueil. Ou en France, le grand exemple, évidemment, c'est la Fondation Abbé Pierre. En fait, c'est un prêtre qui a lancé la plus grosse structure pour personnes sans abri. En Belgique, c'est pas très différent finalement. Quand vous regardez des trucs comme Emmaüs, etc., ou même les petits riens, je crois qu'historiquement, c'est lié un petit peu à une sociologie un peu catho, etc. Donc vraiment, c'était un peu privé comme initiative, et puis aussi des initiatives issues du pilier socialiste, etc., mais privées. C'était pas les pouvoirs publics qui investissaient de l'argent là-dedans. Au cours du temps, ces choses-là ont un peu changé. On a dit, mais enfin, c'est quand même un problème de société. C'est normal que les pouvoirs publics, à un moment donné, fassent quelque chose pour adresser ce problème. Et donc, on est passé de plus en plus vers quelque chose qui est subsidié, même si on reste quand même parfois dans des logiques un peu
de bricolage, bénévolat, etc., il y a quand même de l'argent public qui arrive. Et quand cet argent public est arrivé, au début, le monde politique a voulu répondre à la première demande des électeurs, et en tout cas de ce qu'ils pensaient être la première demande des électeurs. Et c'est dès qu'il fait froid, tout le monde s'inquiète pour les sans-abri. Et donc ça a beaucoup commencé avec beaucoup d'argent, mais juste pour l'hiver, quoi. Et donc ça, c'était le cas longtemps, en ce compris à Bruxelles. Mais le monde associatif a joué le jeu un certain temps en disant mais on est content, pour une fois qu'il y a de l'argent public qui arrive, ok, on se met dedans, on va travailler à ça. Mais en fait, c'était un peu catastrophique parce qu'on envoyait l'artillerie lourde sur quelques mois, et puis il y avait la date de la fin du plan hiver, je ne sais pas c'était quand, mais disons, je sais pas, 15 mars, hop, terminé, on remballe, tout est fermé maintenant. Et parfois, il neigeait encore au-delà de cette date, et parfois, il n'y avait plus rien du tout. Et puis même au-delà de ça, le froid, c'est évidemment un truc compliqué, mais je veux dire, l'accompagnement et la sortie de rue, c'est toute l'année que ça va se passer. Et si possible, c'est même mieux de le faire l'été, parce que comme ça, on sort de la rue avant l'hiver, quoi. Et donc, le monde associatif a beaucoup plaidé pour sortir de cette logique-là. Ce qui était un peu fait. Mais malgré tout, donc actuellement, là-dessus, il y a vraiment, c'est pas une très grosse enveloppe, le plan hiver par rapport à la totalité des budgets, quoi. Et donc ici à Bruxelles, par exemple, il devait y avoir 100 places en plus ouvertes par la Croix-Rouge initialement. Sur combien dans le logement d'urgence, je ne sais pas très bien à combien on est. On avait, je pense... Là, il parlait de 1264 lits ouverts, enfin 1254, avec les 100 places. Et avec les 100 places, on parle de 1264 lits ouverts. On est plus ou moins à 1000, c'est ce que j'aurais dit, plus ou moins, et là on rajoute un petit peu maintenant. Donc on voit que c'est rajouté pas grand-chose, et surtout quand au dénombrement, donc sur les 7000 personnes à la rue, sans papier, sans abri, c'est un mal, on avait compté donc 700 qui avaient passé la nuit dehors cette nuit-là. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a 700 personnes en plus que toutes les places disponibles de lit, parce qu'elles sont remplies chaque nuit, les places de lit, il n'y a pas de souci. Et donc 100 en plus, ça veut dire que ça en laisse quand même encore 600 dehors, on le sait, quoi. Donc on sait que c'était pas assez. Mais malgré ça, dès que le plan froid arrive, forcément tout le monde s'agite, et même les politiques qui ont eux-mêmes mis en place ce plan avec nous, tout à coup disent c'est pas assez, il en faut plus, quoi. Et donc on était parti sur les 100 de la Croix-Rouge. En fait, ça était un petit peu augmenté, de SAMU social, on a débloqué quelques places en plus. Et puis de toute façon, bien sûr, tout le monde est d'accord que c'est terrible de laisser des personnes dehors dans des périodes de froid comme ça. Mais donc, nous-mêmes à Lilo, on a essayé de développer maintenant un nouveau fonds en interne pour lequel on a fait un appel aux dons privés, ça a relativement bien marché, qu'on appelle le fonds d'urgence, qui nous permet justement là-dessus d'offrir un logement d'urgence à quelqu'un quand on se dit ok, on a téléphoné à tous les abris de nuit, il n'y a plus de place, et là on a, je sais pas moi, une femme enceinte, on ne peut pas se permettre d'aller laisser dehors, ok, on lui paye une nuit d'hôtel, et donc là on a débloqué des fonds pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais voilà, le problème ultimement, c'est que tous ces plans hiver, ces logements d'urgence, c'est utile à très court terme, mais ça n'offre aucune perspective à la personne logée le lendemain. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut loger 100 fois une personne avec des fonds d'urgence, mais on pourrait aussi juste la sortir une fois de sa situation, et après, on n'aura plus à la loger en urgence. Et donc, il y a la question vraiment de savoir si on se dit qu'on n'a pas un argent qui est infini, ou est-ce que c'est le plus stratégique de mettre son argent. Et globalement, il y a quand même un consensus au sein du secteur et des travailleurs sociaux, etc. sur ces questions-là, c'est de dire qu'il vaut mieux investir dans la prévention et la sortie de sans-abrisme plutôt que dans l'urgence, parce que c'est plus efficace. Et dans cette logique de mise en place de divers plans en Belgique, comment est-ce qu'on explique que par exemple dans Brabant-Wallon, il n'y a pas de plan grand froid qui soit mis en place? Et aussi, qu'est-ce que ça implique pour les acteurs de terrain? Est-ce que du coup c'est beaucoup plus de débrouillardise? Est-ce qu'il y a une volonté d'en mettre un en place parce qu'il manque justement de cette coordination? Ou bien est-ce qu'ils se débrouillent très bien sans? Comment ça se passe du coup? Justement, j'ai rencontré des gens du bébé avec qui je parlais de ça il n'y a pas longtemps. Le truc, c'est qu'il y a eu par le passé, hein, moi quand j'étais étudiant, j'ai étudié à l'UCL, excusez-moi. Tu t'en veux pas. Il y avait un abri de nuit au Tigny à l'époque. Mais un des problèmes du bébé, c'est qu'ils n'ont pas de grande ville. Et que donc en fait, une ville qui abriterait cet abri de nuit, qui aurait ça, en fait devrait un petit peu porter tout le poids de la province pour tous les autres, et aucune commune, je crois, n'en a envie. Donc, ils surjettent un peu la balle. Et puis alors, il y a aussi cette idée que vu qu'il n'y a pas de grande ville, ça veut dire que potentiellement le public sans abri est un petit peu réparti sur la province, et qu'en fait, il y a quand même une logique de proximité. C'est-à-dire qu'un abri de nuit, il faut qu'il soit près de vous. Vous n'avez pas envoyé quelqu'un à Jodonne si vous êtes de l'autre côté du bébé, je sais pas, à Nivelles. Et donc, je comprends qu'ils se sont dit, si on a une somme d'argent limitée, de nouveau, peut-être que nous, le plus pertinent dans une province comme la nôtre, c'est peut-être pas forcément de le mettre dans un abri de nuit, mais c'est de le mettre dans d'autres infrastructures, d'autres systèmes, quoi. Et dans le chat, on nous demande, beaucoup de personnes qui vivent dans la rue ont un chien ou un animal, est-ce que ça complique l'hébergement?
Mais c'est clair que nous justement, c'est un débat qu'on a pour le moment à Lilo. Nous, certains de nos services dans le temps, ils avaient accepté, ça posait des problèmes, donc ils les ont refusés. Mais maintenant, on a 2 centres de jour à Bruxelles. On a principalement un historique et un nouveau spécialement pour les femmes qui a été ouvert il y a quelques mois. Dans notre centre de jour mixte, on a accepté maintenant d'accepter les chiens avec les personnes qui viendraient avec un chien. Et on a un espace à l'entrée où ils peuvent rester pendant que leur maître prend un petit déjeuner chez nous, ou une douche, ou c'est OK. Donc parfois, c'est possible de l'organiser, mais il faut pouvoir l'organiser. Et c'est compliqué parce que forcément ça demande plus de moyens, parce que ça demande de débloquer des systèmes ad hoc. Et donc ça, c'est un vrai problème, un vrai obstacle pour la prise pour certaines personnes à la rue pour trouver des services qu'ils peuvent eux utiliser. Donc c'est hyper rassurant pour quelqu'un à la rue d'avoir un chien. Pour la santé mentale, notamment, ça doit être une aide santé mentale sous-estimée. parce qu'on n'est pas seul, mais aussi vraiment les questions de sécurité aussi. En fait, dormir à la rue, c'est vraiment dangereux. Vous vous faites agresser. Vous êtes beaucoup plus agressé quand vous vivez en rue que quand vous êtes quand vous baladez avec votre iPhone et que vous avez une maison, paradoxalement. Alors que c'est eux qui ont le moins, mais l'agression, c'est constant, quoi. Et donc, en fait, avoir un chien, ça protège aussi de ça. C'est aussi un peu, santé mentale, une présence affective, un peu de chaleur la nuit contre laquelle se coller, etc. Donc, pour eux, c'est un truc de survie, donc c'est très important. Et effectivement, trop peu d'institutions pour personnes sans abri permettent cet accueil-là. Nous, on n'est pas encore à la hauteur, on est très conscient de ça, donc on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. On aimerait bien d'ailleurs, et c'est notamment peut-être l'occasion de le dire, s'il y en a qui nous regardent et qui pourraient aider à ça, mais on aimerait bien justement développer des partenariats bénévoles et de volontaires avec potentiellement des personnes qui pourraient aller faire une balade avec le chien pendant qu'une personne prend sa douche chez nous, des volontaires qui pourraient, s'ils sont des contacts avec un vétérinaire, amener le chien chez le vétérinaire, ou voilà, ce genre de choses, qu'on puisse offrir un service spécifique à ces publics-là, parce que je crois que ça manque et c'est utile. Parce qu'il est déjà arrivé que des personnes sans abri refusent d'être accueillies parce qu'on doit les séparer de leurs chiens. C'est des situations qui arrivent, que vous observez. Nous, dans les places des maisons, ça arrive que des gens à qui on dit ah non, pas d'animaux autorisés, là-dessus renoncent à la place. Oui. Ça arrive. Et du coup, je prends la question du chat en même temps, comme vous êtes super actif et c'est cool, hein, on apprécie beaucoup que ça vous intéresse comme ça. On nous demande, en France, il y a beaucoup de sans-abri femmes avec enfants constatés l'été. Vous avez aussi ce constat en Belgique. Est-ce que peut-être la suite... quelle peut être la suite pour eux en hiver? Donc heureusement, dès qu'il y a un enfant, souvent, il y a quand même des choses qui se mettent en place pour essayer d'empêcher la nuit à la rue. Il reste des publics parfois qui y passent. Mais grosso modo, c'est un public qu'on essaie quand même de protéger assez fort. Maintenant, de nouveau, le problème, c'est que le placement dans du logement de transit ou d'urgence, etc., ça ne leur offre pas une solution. Or, à Bruxelles, le problème des familles en général est de plus en plus aigu. On le constate vraiment. On a une maison qui permet d'accueillir des femmes seules avec enfants ou des familles avec enfants. Et en fait, on constate que le temps de résidence au sein de notre maison ne fait que s'allonger pour ces profils-là, parce qu'en fait, retrouver un logement quand vous avez besoin de plusieurs chambres parce que vous avez des enfants, donc c'est extrêmement vrai, surtout pour les familles nombreuses. C'est extrêmement compliqué à Bruxelles, c'est hors de prix. En fait, un logement pour famille nombreuse à Bruxelles, vous allez directement taper dans des sommes faramineuses en termes de loyer mensuel. Et donc, le logement est un problème pour tout le monde à Bruxelles, il est encore plus pour les familles nombreuses. Vous savez qu'il y a plus de 50 000 personnes en liste d'attente pour un logement social à Bruxelles, donc c'est un ménage sur 10, donc c'est énorme. Le temps d'attente moyen quand vous êtes sur cette liste d'attente, il est pour quelqu'un qui attend un studio ou un appartement, une chambre, il est de l'ordre de 7 ans de mémoire. Mais par contre, si vous êtes une famille, il est de l'ordre de 13, 14, 15 ans potentiellement. Donc, ils sont où en attendant durant ces temps d'attente qui sont extrêmement longs? C'est ça le problème, c'est que là on est encore dans une phase où en fait on n'arrivait encore pas si longtemps à leur trouver du logement. Parfois ça prenait un petit peu de temps mais on trouvait. Là on est vraiment rentré dans une phase où on ne trouve plus. Et là, pour le moment, les services bricolent, mais il y a un moment donné où ça va craquer et on est très proche de ce moment. Donc là, il y a vraiment un problème très aigu autour des familles et c'est un problème qui n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que dans le nouveau logement qui se construit à Bruxelles, il n'y a pas de logement qui soit à la fois accessible financièrement et pour des familles avec plusieurs chambres, pour des familles nombreuses. Ça n'existe pas. Et en plus, c'est un segment qui subit aussi de plein fouet la concurrence. Et là, c'est aussi un peu votre public, mais des colocs. Alors, pas tant des colocs étudiantes
qui s'organisent en louant une maison unifamiliale et en se partageant un peu les frais, mais aussi des initiatives privées, ce qu'on appelle le co-living, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais où vous avez des boîtes privées qui vont racheter une maison et louer chaque chambre séparément avec des contrats spécifiques à des publics, souvent un peu des gens qui viennent à l'Europe pendant 6 mois faire un stage et qui n'ont pas le temps d'aménager un truc, et qui donc vont payer des chambres 800 € parfois. Et donc ça veut dire qu'une maison, ils vont en faire 6, 7, 8 chambres qui vont louer chacune 800 €. Donc vous imaginez le type de prix le type de bénéfices qu'ils peuvent tirer de ce genre de structure. Et donc ça tire les marchés des maisons unifamiliales un peu grandes, vraiment très très fort vers le haut. Ce qui fait que maintenant, vraiment pour une famille, se payer une maison à Bruxelles, c'est devenu impayable, c'est impossible en fait. Et alors quand vous avez un revenu d'intégration sociale, pour vous donner une idée, un revenu d'intégration sociale quand vous êtes une personne isolée, c'est 1 200 € par mois. Et on estime qu'un studio à Bruxelles, maintenant, les chiffres moyens sont autour de 800 €. Et donc en fait, c'est vraiment, et ça c'est pour les personnes isolées, donc pour les familles, elles gagnent plus, mais les loyers sont aussi tellement plus hauts que vraiment c'est devenu en fait mathématiquement impossible d'y parvenir, quoi. Donc là on a un vrai problème. Et là le problème il sera résolu que quand il y aura une politique de logement qui sera un peu plus vigoureuse, quoi. Alors le temps file, mais j'avais encore une question et je m'en voudrais si je la pose pas. Avec les chiffres du recensement, est-ce que les subsides qui vous sont alloués sont proportionnels aux chiffres du recensement? Est-ce que s'il y a plus de sans-abri recensés, ou vous avez plus de subsides alloués? Non, malheureusement. Après, éventuellement, ça marche un petit peu dans le sens où on peut dire quand même, vous voyez quelqu'un qui a plus de besoins, donc dans la discussion, ça peut jouer, mais il n'y a rien d'automatique. Et alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir que la région bruxelloise, et notamment le ministre en charge de la thématique sans-abrisme, c'est Alain Marron. Et il répète souvent dans ses dans ses interviews un peu bilan pour la fin du mandat ici maintenant, il dit mais en fait la région bruxelloise n'a jamais autant débloqué d'argent pour le secteur sans-abrisme et pour la lutte contre le sans-abrisme. On a vraiment augmenté tous les budgets à tous les niveaux, quoi. Là il parle d'une augmentation de 34 millions en 2019 à 73 millions en 2023. Ouais, ça j'avoue que je ne saurais pas rebondir sur ces chiffres-là précisément, parce que je ne sais pas très bien ce qu'il englobe dedans ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on constate, c'est que, en tout cas nous, je peux parler pour notre institution, c'est que oui, on reçoit plus d'argent, mais en fait, les besoins ont cru dans des proportions beaucoup plus importantes. Et donc, en fait, on n'y arrive pas. Si je devais demander dans les institutions ici à Bruxelles qui font par exemple de l'accueil d'urgence, s'ils ont plus ou moins de demandes qu'avant, c'est unanime, tout le monde dit on a plus de demandes qu'avant et plus là-dessus de personnes à qui on doit dire non au téléphone, alors même que techniquement, effectivement, il y a plus de lits qu'avant. Mais plus de lits, mais quand même ça suit encore plus loin que les besoins. Ouais, donc voilà. Je regarde Margot pour le timing, je sais pas où on Je sais pas si on peut poser peut-être une dernière question ou pas pour... Une petite dernière. Une petite dernière, c'est un peu pour clôturer et se donner un peu d'espoir, j'imagine qu'il y a quand même des choses à faire. Quand tu fais ton travail de chargé de plaidoyer, c'est quoi que tu demandes aux institutions publiques? C'est des rallonges budgétaires, c'est des mesures pour fixer le prix des logements, pour éviter la concentration. C'est quoi vraiment les types de demandes que tu as vis-à-vis du politique? Idéalement, l'idée, c'est quand même justement de sortir quémander de l'argent pour l'urgence. Donc, idéalement, j'essaie d'éviter de faire ça, ça peut arriver. Mais plutôt vraiment placer le plaidoyer sur la question de perspective, de sortir de la situation. Et donc, pas spécialement pour mon institution, mais vraiment pour la cause, en quelque sorte. Et donc, ça touche beaucoup les questions de logement. On essaie quand même de beaucoup s'impliquer là-dessus parce qu'on estime que c'est quand même un des leviers les plus importants qu'on peut actionner pour essayer de lutter contre le sans-abrisme. Mais c'est aussi d'autres choses, hein. Donc, nous, à Lilo, on est très actifs sur la question de l'aide alimentaire. On fait de la récolte d'invendus alimentaires et qu'on utilise au sein de nos institutions. Et donc là, récemment, on a tout un travail de plaidoyer autour de la question des applications anti-gaspi comme Happy Hour Market, etc., qui vampirisent. Too Go, ça va encore, mais Happy Hour Market particulièrement, vraiment, il récupère les invendus alimentaires qui avant étaient captés par des institutions comme les nôtres. Et à Bruxelles, en fait, il y a 90 000 familles qui font appel à l'aide alimentaire chaque année. Donc c'est vraiment très très important, hein. C'est un ménage sur 5 en fait. 500 000 ménages à Bruxelles, oui, plus ou moins. Et là aussi, c'est la catastrophe, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'invendus alimentaires et il y a de plus en plus de demandes. Et donc là, par exemple, c'est un plaidoyer qu'on fait ces dernières semaines et pour lequel j'ai été passé pas mal de temps, c'est sensibiliser le monde politique à ces questions-là, leur dire obliger les grandes surfaces à donner leurs invendus aux associations, essayer d'arrêter d'aider financièrement les applis anti-gaspi, parce que même si il peut y avoir une logique d'anti-gaspillage qui est très bonne, il faut faire attention aussi parce que c'est une concurrence, parce qu'eux, ils viennent monétiser des choses qui avant n'étaient pas monétisées.
Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de toucher sur plein de thématiques différentes, mais toutes des choses qui ont un impact sur notre secteur. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Benjamin beaucoup d'avoir accepté de venir. répondu Merci à à vous. toutes nos questions. Et on est ravis que nos musiques vous plaisent, parce que tant qu'elles ne vous font pas fuir, c'est l'essentiel. Et on se retrouve pour la chronique de Naël qui va nous parler des nouvelles résolutions. Voilà, les nouvelles résolutions, c'est un sujet apparemment un peu léger. Attends, merci pour ton abonnement seul sur mes frites. Yes, Ah oui. Ah, ça fait 1 an, mon 12e Dieu. Oh my god, it's happening. Je pense que c'est notre plus ancien abonné. Ah, y a Un moyen. immense merci seul sur mes Celle frites. sur mes frites, franchement, envoie-nous un DM, viens, on boit un verre ensemble, on discute, on veut te rencontrer en fait. Moi, je la connais. Ah, bon, on n'a pas tous ce privilège malheureusement, mais viens, Ah viens. Bah, à fond. c'est un secret. C'est un Non, seul- c'est pas un secret. Non, c'est C'est pas un Alexander de Croo. Pardon, Naël, vas-y, je t'en prie. Donc, pour une fois, on va un peu changer. On ne va pas parler de guerre, on ne va pas parler de Taïwan, on ne va pas parler de sujets un peu trop lourds. Pour changer, on va parler de nos résolutions pour le nouvel an. Bien entendu, on en parle fin décembre, début janvier, un truc un peu comme ça. Mais aujourd'hui, on a voulu un peu voir pourquoi et comment, quelles sont les résolutions, qui est-ce qui les prend, quelle tranche d'âge, un truc un peu comme ça. Et pourquoi? Voilà, et pourquoi surtout. Voilà. Alors, je ne sais pas, l'audience, est-ce que vous avez des résolutions pour le nouvel an? Et vous, vous avez... Déjà, merci Salmé sur mes frites qui nous dit 1 an et toujours de bonnes infos, continuez les gars, ça fait plaisir. Merci. Des bonnes résolutions peut-être pas, plutôt des objectifs, des trucs à faire sur l'année 2024 que je me suis fixé à titre personnel. S'il y a un podcast qui sort, vous étonnez pas, c'est l'idée. Genre une bucket list. Ouais, exactement. Oui, avec un super accent, félicitations. Ouais, avec oui, plaisir. mais ça c'est pareil, jeunesse, des objectifs pour l'année 2024, c'est des résolutions. Hein. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Alors Margot est en, on est en en pétard là-dessus depuis hier. Mais non, mais c'est juste que moi, j'aime pas du tout parler de bonnes résolutions ni de revendiquer que j'en prends. Parce que je trouve que c'est un truc qui existe que pour te faire culpabiliser. En mode, au début de l'année, tu te dis ça, tu le respectes pas, tu dis non, et tu manges plus de chocolat et tu rates ton objectif, tu vois. Oui, Eh Mais ben, par contre, c'est pas je suis d'accord avec Jonas. Non, parce que voilà, pareil, tu vois, c'est hyper culpabilisateur comme comportement. Mais par contre, je suis d'accord avec Jonas que j'ai des objectifs personnels, mais qui sont pas forcément des bonnes résolutions parce que je peux pas agir à 100% dessus. Parce que pour moi, les bonnes résolutions, c'est quelque chose sur lesquelles on peut agir à Genre 100% diriger dessus. l'ensemble des médias belges francophones. Je sais, Margot. On se calme, on se On calme. n'est pas aussi ambitieux. Bon, les plus populaires n'ont rien d'extraordinaire en fait. Alors les plus fréquentes, la liste est facile. Et perdre des kilos, reprendre le sport, dormir plus tôt, lire au moins un livre, arrêter de fumer, arrêter de boire, Non. ou bien boire moins fréquemment, passer du temps avec la famille et la liste vraiment continue. Mais ce sont bien entendu je dirais des souhaits. On aimerait bien améliorer des trucs dans notre vie, surtout l'alimentation par exemple, et faire du sport, etc. Alors, qui prend ces résolutions? Qui les prend? Quelle tranche d'âge? Qui aimerait bien surtout le faire et qui le fait toutes les années? Alors, désolé, c'est pas ça. Je sais pas. Alors, plus ils sont jeunes, plus ils sont friands de résolutions. Bah, je sais le contraire, tu vois. Voilà. Alors, âgés de 15 à 29 ans, 71% s'imposent un challenge pour la nouvelle année. Je vais faire une vanne sur les chansons ce plateau. Mais je vais pas Voilà. Alors, selon les... Réseau Lulu is being délulu, on nous dit dans le chat. Mais il y a plein de gens qui regardent 100%. Tu es soutenu tu es chat avec tes objectifs. Tu es très très soutenu. Oui. Ah oui, oui. Bon, enfin, quand même. Alors, une étude représentative suisse révèle que 63% des hommes prennent des résolutions pour la nouvelle année, contre 55% chez les femmes. Voilà, donc
on se demande pourquoi nous les prenons, ou bien certains le prennent, parce que j'ai... Pardon. Il y a des très bonnes vannes dans le chat. C'est un peu dark, mais. Ah oui, je pense Pour les que jeunes. oui, Nathalie, elle est là ce soir. Bonjour le Liban. Voilà. Alors, de façon complètement machinale, on se presse de prendre de bonnes résolutions. Les Américains disent New Year, New Me. D'accord, mais C'est le titre de ton carton. Voilà. C'est une coutume, souvent comme une obligation d'en prendre entre amis, surtout si on a l'habitude de le faire ensemble ou bien si c'est une habitude au Nouvel An, pour le Nouvel An. Alors, c'est une mode de fin d'année pour démarrer la nouvelle année avec, disons, plus d'optimisme, être vraiment bien. Alors, cela est bien impliqué surtout par les médias et les réseaux sociaux. C'est l'influence de ces médias qui dit que, je veux dire, un psychologue, je vais le citer maintenant, il dit qu'effectivement nous sommes inspirés par les médias. Alors, c'est Terry Blee, c'est un psychologue, qui dit que ce qui nous entoure nous influence. Alors, on en parle souvent entre amis et des fois, on se copie, quoi. Alors, le problème pour ces résolutions, c'est qu'on n'y tient pas. Pourquoi nous ne tenons pas à nos résolutions et pour combien de temps nous y tenons? Alors, en moyenne, c'est pour 2 à 3 mois. Je dis que je vais faire du sport, je commence la première semaine. Ah, j'aurais dit moi. Voilà. Alors, c'est plus difficile de tenir à nos résolutions que de les prendre ou bien de les annoncer. Et c'est souvent quand on les annonce avec des amis que c'est un peu un challenge entre nous. Oui, elle me suit, on va faire ensemble, etc. Alors, ces résolutions ne tiennent pas donc, selon un article de la presse, et je cite, un récent sondage mené par Forbes Health précise que seulement 1% des gens respectent leurs résolutions pendant 1%. 12 mois. Oui. Alors, nos sources, on va mettre nos sources plus tard, voilà. Et voilà. Et 99% des gens ne tiennent pas, bien entendu, leurs résolutions. Ce qui est le cas de Mabouri dans le chat qui dit qu'elle tient 2 à 3 heures. Ces résolutions. Alors, Et c'est déjà pas mal, bravo. Oui, c'est une étude faite en octobre 2023. Et encore selon un article d'Europe 2, il y a ceux qui, comme Bridget Jones, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, Bridget Jones. Alors, choisissent de tenir un journal. Et ça, ensemble. voilà, je cite. Et il y a ceux qui, comme Bridget Jones, choisissent de tenir un journal, ceux qui plient la liste pour mieux l'oublier après 2 coupes de champagne et ceux qui, souvent, ne les notent nulle part. Donc, il y a un peu de tout. Alors, l'erreur des résolutions du Nouvel An réside dans l'idée qu'il s'agit d'un grand changement radical, alors que ce n'est pas le cas, parce que cela a l'air un peu sexy. Mais en tant qu'être humain, nous ne sommes pas faits pour les grands changements. On parle de grands changements. Alors, il y a des conseils pour y tenir. Comment y tenir, à votre avis? Comment tenir à une résolution comme manger sain? Ce que tu disais tout à l'heure, le faire avec des gens, le faire en groupe, en équipe pour se motiver un peu. Et ne pas être trop radical aussi. Genre le faire petit à petit. Et, C'est ça, Moi, effectivement. je pense qu'il y avait. Je me demande si c'était pas sur un plateau ici où un professionnel ou une professionnelle avait dit que les habitudes pouvaient notamment être changées en accompagnant d'autres grands changements. C'est-à-dire que notamment des habitudes de consommation, par exemple, si vous déménagez, elles étaient peut-être liées à un lieu ou à une autre habitude. Et donc, si vous déménagez ou qu'il y avait un grand changement dans votre vie, essayer de l'accompagner d'autres changements de mode de vie pouvait être plus efficace parce qu'on était moins ramené à une mauvaise habitude, quoi. Puis comme dit Mabouri, avoir un objectif réalisable, quoi. Oui, C'est pas du tout Mabouri qui le dit, mais. C'est ça, Non, c'est Nathalie. C'est Nathalie. Je vois rien d'ici. J'ai essayé. Nathalie C'est Nathalie en en balade. balade. Désolée, je suis Oui. désolée. C'est Nathalie en balade qui dit... Bon, je vois plus. Aller vers un objectif réalisable consciemment. Oui, et c'est Il ça, est- effectivement. Tu as complètement raison, si je peux te tutoyer, parce que je te connais très très bien. Alors, il faut cibler des objectifs plus petits, plus immédiats, comme tu as dit Margot, plus réalistes, donc réalisables. Il faut miser sur la régularité et la constance.
D'accord. Un conseil, célébrez les petites victoires. Ah. Voilà, n'oubliez pas que le changement à long terme nécessite de développer des habitudes durables. Comme les balades de Nathalie que Nathalie fait. Waouh. Merci. Je t'attends pour le café. Ouais, voilà, vous voyez les pourcentages. Il y a différentes résolutions, mais c'est surtout le plus fréquent, c'est manger sain, faire du sport, passer du temps avec la famille. Et oui. Et s'abonner à d'office, bien sûr, ça c'est une très bonne résolution pour 2024. Tout en bas, Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas. Faites comme celle sur mes frites, abonnez-vous pendant un an, c'est bien. Exactement. Vous verrez. Rien que nous suivre, déjà, c'est pas mal. C'est ça, nous suivre. Et si Rien que vous nous pouvez, suivre sur abonnez-vous. Twitch, sur les réseaux sociaux, c'est déjà pas mal. Après, si Bah. vous avez des compétences pour relier les micros, je marche pas dessus non plus. François. François. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde, en 2024, vous avez de bonnes habitudes ou bien de petits changements dont vous êtes fiers. Et en tout cas, si jamais vous avez décidé d'en prendre des bonnes résolutions, on vous souhaite de les tenir. Et de demander conseil à Naëd, conseillère Oui, c'est ça. en nouvelle résolution 2024. Ouais, c'est ça. L'orientation de carrière. Merci c'est Naëd cool. pour ta petite chronique, ça fait du bien. Un peu, Ouais, une chronique un peu léger, ouais. légère, On a un peu rigolé, on on a un petit rigole. peu- J'espère que vous avez bien rigolé parce que ça va changer. changer. Merci, Bravo. Labouri, Merci pour ton l'abonnement, accompagnement. yes. Merci. Ah, Merci merci. beaucoup. C'est trop gentil. C'est malin, je leur mets à manger du chocolat juste là. Bah oui, Ouais, c'est vrai ouais. qu'à force d'en D'en parler. parler. Est-ce qu'en parler tout le temps, justement, ça augmenterait pas les chances de se casser la figure avec ces résolutions? Ah, peut-être d'ailleurs, c'est L'alarme peut-être Ma pour- chance. L'alarme sonne. C'est peut-être L'alarme, ouais, c'est peut-être pour ça que aussi Aline est moins dans le chat. Ça se trouve, on lui a mis on lui a mis dans la tête de remanger du chocolat. Ah bah, au moment où je le Ah oui. au moment où je le dis, elle met un message. Et deuxième sujet inter de la journée, Augustin, tu vas nous emmener du côté de la Grande-Bretagne. C'est ça, on va traverser la Manche et on va s'intéresser à ce qui se passe chez nos amis britons, puisque leur parlement a été pas mal dans la nasse ces derniers jours. Et je vais vous parler d'un projet de loi qui s'appelle gentiment le plan Rwanda, qui est un plan de déportation de migrants illégaux. Voilà. Ah, vraiment, il n'y a eu aucune transition entre Voilà. les bonnes résolutions et la déportation. Faut se mouiller la nuque. Vous avez Vas-y, bien rigolé. explique-nous un petit peu. C'est ça. Là, Le plan Rwanda, en fait, ça vient d'un cheval de bataille très important du Parti conservateur, les Tories, leur petit surnom, depuis le mandat de Boris Johnson. C'était en fait, ils se rendaient compte qu'ils avaient beaucoup trop. Les conservateurs avançaient qu'ils avaient beaucoup trop d'immigration et ils ont créé en 2022 un plan de déportation, ni plus ni moins. C'est-à-dire que les migrants illégaux qui arrivent en Angleterre, ce plan prévoit de les renvoyer vers un pays tiers, en l'occurrence le Rwanda, pour que leur demande d'asile soit traitée sur place. Le but, c'était déjà désengorger les administrations britanniques et en plus d'effrayer les migrants à faire la traversée notamment de la Manche depuis Calais. On sait qu'il y a une situation très grave là-bas. Et tout ça revêti d'un vernis humanitaire en disant qu'en faisant ça, les Tories s'attaquaient aux passeurs et au trafic illégal et à tous ces mafias comme ils les appellent. Aline dans le chat qui dit la Grande-Bretagne ne prend donc pas de nouvelles résolutions pour cette année. Et j'ai une transition entre les deux sujets. Bonne Bravo. résolution, en tout cas c'est vrai qu'on aurait pu y penser comme ça, là de bonnes résolutions. Et effectivement, ce plan au fur et à mesure du temps a été pas mal modifié, décrié, réattaqué, etc. Et ça nous amène à ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire que hier, il y a eu un vote au Parlement britannique. Le plan rwandais a été adopté et maintenant, on va voir comment ça se traduira. Mais je vais vous faire un petit rappel de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Juste, j'ai une Ouais. question, Ouais. et si tu l'abordes après, Ouais, tu je te répondras dirai. après, c'est pas grave. Est-ce que on sait pourquoi le Rwanda? Alors pourquoi le Rwanda?
C'est un pays. En fait, c'est random quand même. c'est très random, mais c'est aussi parce que c'est pas le seul. L'Angleterre n'est pas le seul pays à faire ça. Alors ça, Il y a- j'allais le c'est dire ça, il y a après, c'est pas d'autres, le premier pays c'est à ça. faire ça Il y a notamment. le Danemark qui fait ça, et l'Italie fait le même principe, mais avec l'Albanie cette fois-ci. Ouais. Donc ça, c'est pour des principes des raisons un peu différentes. Mais le Rwanda, en fait, c'est parce que les deux pays ont passé un accord. C'est-à-dire Et c'est le juste Rwanda ça. accepte de recevoir Et ces le Rwanda personnes et de traiter leurs accepte. demandes. Exactement, et ça j'en parlerai un peu après, mais je vais déjà Ok. l'aborder maintenant, mais c'est en échange d'une grosse somme d'argent. Ah, bah oui. C'est-à-dire, somme d'argent. Alors, pour l'instant, c'est-à-dire que le plan Rwanda, mais du coup on bouge un peu dans l'ordre, mais c'est pas grave, ça vient dans l'ordre de la conversation, c'est comme ça que ça va se faire. C'est Twitch. C'est Twitch, et en fait, il y a déjà une grosse somme d'argent. Quand je dis une grosse somme d'argent, c'est 240 millions de livres qui ont été versés au Rwanda. 240 millions de livres, ça fait 280 millions d'euros. C'est un rapport avec le nombre de personnes ou bien Non, là pour l'instant, en fait, c'est des sommes qui ont été versées au Rwanda par le Royaume-Uni. Donc ces sommes, attendez, je me suis noté les raisons quelque part. C'était, il y avait 120 millions d'aide au développement en 2022, qui ont été versés en 2022, 20 millions de livres pour commencer à lancer les structures d'accueil, les bureaux, etc. Et en 2023, rebelote, 100 millions de livres qui ont été versés à nouveau pour des raisons d'aide au développement. Ça fait déjà une bonne incitation, on va dire. Surtout que il y a eu des accords, enfin des déclarations orales, donc rien par écrit, mais des déclarations orales de l'ancien secrétaire à l'immigration qui disait que la Grande-Bretagne allait continuer à payer 50 millions de livres par an jusqu'en 2026 pour supporter ce plan. Et juste petite question avant que tu continues. Ouais. Le Rwanda, du coup, il est payé pour traiter les demandes donc des personnes arrivées illégalement sur le territoire Exactement, britannique, mais du coup, pour la Grande-Bretagne. Et ben en fait ça ça fait partie des choses qui ont évolué. C'est-à-dire ok. que Je t'en prie. la première version du traité, Maxence, je ne sais pas si tu peux nous envoyer le début des frises, comme ça ce sera peut-être plus facile pour vous d'avoir un support visuel pour vous remettre au début. Donc je vous l'ai dit, voilà, c'était à l'initiative de Boris Johnson en avril 2022, porté par la ministre de l'Intérieur de l'époque, Priti Patel. Et ce projet de loi, ce plan, a failli être mis en place très très vite. En juin 2022, il y avait déjà un avion qui était prêt, mais le décollage a été stoppé quelques jours avant le décollage par la Cour européenne des droits de l'homme, qui disait que ce genre de plan est en complète contradiction avec le droit international et avec la charte de l'ONU. On a un nouveau follow. Merci C'est pour le exactement. nouveau follow. Zorglub. qui est là. Zorglub 1423. Si je dis pas de conneries, je pense que c'est un personnage dans Spirou, si je ne me trompe pas. Mais il faut me confirmer. Sinon, je suis ridicule. Et sinon. bienvenue sur la chaîne. Oui, c'est ça. Très belle frise d'ailleurs, Augustin. Très belle source. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me suis un peu éclaté à faire la frise, mais j'ai mal géré mon coup parce que je ne la vois pas d'ici, donc... Tu veux qu'on te lise ce qui était Non, bah, on va le faire au fur et à mesure, mais Sinon, effectivement, mets ton écran. c'est ça. Et donc c'est une très bonne idée. C'est tout à fait de Spirou. C'est tout à fait de Spirou. Héros. Ah, c'est le Et méchant. donc après cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu des rebondissements politiques au Royaume-Uni. Je pense que vous en avez entendu parler. 3 premiers ministres en l'espace de quelques mois. Et le Premier ministre qui est encore en poste aujourd'hui, Rishi Sunak, a pour objectif principal, et il en a fait un de ses grands chevals de bataille de son mandat, c'est d'arrêter les bateaux. Le fameux Stop the Boat en anglais, qui est dû au fait que la plupart des migrants qui traversent la Manche depuis Calais le font sur des embarcations très très précaires, souvent qui finissent à l'eau. Il y a encore eu 5 morts. On dirait un peu Donc, la ce campagne australienne pour avec empêcher les les bateaux abats, d'arriver. c'est ce qu'on a. Et en fait, le plan rwandais se base sur ce genre de choses. Donc pour vous faire le petit lien avec l'Australie, ils avaient mis en place sur des îles annexes à l'Australie des camps de détention dont les migrants n'avaient pas vocation à partir. Et la campagne, c'était un truc du genre Stop the Boat. C'était Stop the Boat, et je pense que c'est un écho. Et donc voilà, donc on comprend que ce plan rwandais fasse autant d'actualité, puisque déjà dès le début de son mandat, Sunak en avait fait un des gros chevals de bataille.
Chevaux. Un des gros chevaux de bateau. De bateau. Oh là là. Des chevaux de bateau. Chevaux de bataille. Oh, waouh, on est fatigué. désolé, La journée c'est est la longue. fatigue. En fait, oui, depuis cette année, on a quasiment tous des tafs à côté. C'est Donc, ça. Et puis là, en plus, on se fait tous l'émission en entier. C'est donc comparé à l'année dernière forcément, aussi. il y a des petites erreurs, des petites Chevaux de coquilles. bateau. mais- Des chevaux de bateau, des chevaux de bataille. Il faut voir comment le moindre jeu de mots nous met tous à terre. hein. C'est impressionnant. Et donc le parcours juridique et le parcours politique de ce plan continue, puisque des cours d'appel, le gouvernement a fait appel de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. La haute cour du Royaume-Uni a validé le plan, qui c'est ensuite parti en appel, et les cours d'appel de l'Angleterre et du Pays de Galles ont ensuite arrêté ce plan en disant qu'il n'était pas légal. Est-ce que Max, on peut passer à la prochaine partie de la friche, puisque ce n'est que le début. Et je me permets de commenter, Ouais, je j'ai me pas permets de vu la question, commenter du coup, pendant que la frise est à l'écran. Nathalie c'est pas une question, c'est Ouais. plutôt une remarque. Au lieu d'arrêter les bateaux et de monnayer le retour des immigrants, qu'ils agissent plutôt sur les coûts de leur départ. Bah c'est ça, c'est que alors c'est Oui, les la coûts, raison voilà, de c'est leur- une des la raisons raison pour du lesquelles départ, c'est pas la seule, vous verrez que c'est pas la C'est ça. seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles le plan est très attaqué, notamment par le parti même de Rishi Sunak. Dans tout ce micmac autour de la légalité de ce plan, il y a aussi un micmac politique, et avec une figure en proue, c'est l'ancienne ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui est une figure à part. Hein. Vous allez voir en J'adore ta Angleterre. prononciation. Braverman. Ouais, Ouais. C'était parfait. C'était Vraiment, parfait, ouais. je suis pas intervenu, mais c'était magnifique. Mais en plus, c'est pas la seule fois, mais je vais vous en faire plusieurs des trucs. J'ai l'impression que ça. Moi, ça vous met en joie. franchement, un live où tu nous parles en anglais, J'aimerais bien faire une émission en anglais, ce serait un peu Non, pas une chouette, émission, vraiment juste, british, tu vois, à juste fond, avec un petit thé et tout. Oh là là, Le mot Mais qui, voilà. extraordinaire. qui me bloquait, c'est Vandenbroek, c'est ça? Vandenbroek, pour le ministre. Je l'ai répété 10 fois. Et donc voilà, donc il y a eu un gros remaniement en Angleterre au Royaume-Uni en novembre, notamment puisque une figure faisait beaucoup polémique, la figure de Suella Braverman. Maxence, est-ce que tu peux nous mettre l'image avec les petits articles? Quand je vous dis que c'est une figure, c'est vraiment le cas. Vous allez voir qu'elle a fait des sorties médiatiques assez particulières. Les articles que je vous mets là, c'est en l'espace de quelques mois seulement. Hein. Donc là, elle a appelé les marches pro-palestiniennes les marches de la haine. Elle a sorti dans la presse que vivre dans la rue, c'était un choix de vie. Donc avec Ça fait un chouette écho à l'invité. c'est ça, avec l'invité qu'on a eu, tout à l'heure. j'imagine que vous pouvez un peu mesurer la vulgarité, l'agression que ça fait, ce genre de déclaration. Et elle parle de la migration, de l'immigration, comme un défi existentiel à la Grande-Bretagne et un dogme multiculturel. On en est là, quoi. J'imagine que vous la classez assez facilement sur l'échelle politique, et c'était elle qui était en charge de ce plan de remigration. À cause de ses sorties, entre autres, elle a été limogée. Maxence, tu peux nous remettre la petite frise à l'endroit où on en était. On est en novembre et Braverman est licencié. Il y a un grand remaniement au Royaume-Uni. Le retour d'un certain James Cameron, dont on n'avait C'est plus vrai. entendu parler depuis Il a quelques temps, repopé comme l'artisan ça. du Brexit, donc Premier ministre en tout cas au moment du Brexit. Et Braverman est remplacé par James Cleverly, qui est à peine moins à droite que lui et qui maintenant a repris en main le plan Rwanda, qui, en novembre aussi, quelques jours après ce remaniement, a subi un de ses plus gros revers. La Cour suprême, qui est vraiment la plus haute instance juridique du Royaume-Uni, l'a officiellement déclaré comme étant illégal. Le plan est illégal, il n'est pas en accord avec le droit international. Qu'à cela ne tienne, Rishi Sunak repart en bataille et renégocie un traité avec le Rwanda, de manière à ce que la Cour reprochait soit amendé. Et il y a des choses très positives dedans, genre créer un organe de contrôle pour aller voir si les gens déportés au Rwanda y restaient bien, étaient bien traités. Puis c'était quand même la grosse interrogation, c'était de dire que le Rwanda n'était pas un pays safe, pas un pays sécurisé, qu'il y avait des chances que les migrants qui y arrivent soient très très maltraités, finissent à la rue, etc., soit déportés vers d'autres pays encore moins safe.
C'est un peu ce qui s'était passé avec la Palestine, parce que la Palestine avait fait ce même schéma, et des migrants avaient été envoyés dans des pays annexes de manière tout à fait illicite et très dangereuse. Mais Sunak ne dit pas comment ces contrôles se feront, à combien ce sera financé, etc. Et surtout, ce qu'il a fait, et qui est très contestable et qui a lancé un peu toute la polémique, c'est qu'il a demandé aux législateurs anglais de ne pas tenir compte de l'avis de la Cour suprême. C'est comme si vous aviez un Premier ministre qui vous disait la Cour constitutionnelle vous a dit ça, et ben ne le faites pas. Ouais, ignorer. Et il a demandé aux parlementaires et aux preneurs de décision d'ignorer les accusations selon lesquelles le Rwanda ne serait pas un pays safe. Alors je réagis dans le chat, c'est juste que je suis désolé, je suis un peu loin, je vois très mal. Non, moi je peux te le lire. Vas-y, si tu veux donc, bien. à un moment, tu parlais de Braverman. Il y a Mabouri qui a dit encore une communiste. Ouais, exactement, ouais. Et Margella qui a beaucoup de points d'interrogation, qui dit est-ce que notre monde est tellement trop peuplé que les territoires ne peuvent plus accueillir les humains? C'est quand même dingue en dehors des problématiques politiques. Oui, c'est ça, c'est un peu la ligne qui tient en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que l'argent mis sur la table pour justement ce plan est dérisoire. Hein. Il faut savoir que des calculs ont été faits. Ce plan revient à environ 165 000 livres par tête, alors que l'accueil pour un an pour un migrant, je crois que c'est l'ordre de 47 000 livres par tête. Donc ça coûte beaucoup plus cher ce plan de déportation, et encore on n'est pas sûr que ce soit les financements finaux, on n'est pas sûr que ça fonctionne, puisqu'il n'y a encore aucun migrant qui a été déporté de la sorte, heureusement peut-être. Mais voilà, on sait qu'il y a peu de raisonnement logique économique derrière ce truc, c'est vraiment purement idéologique. On peut passer à la dernière frise, et après je vous parle juste vite fait de la guéguerre entre les Tories, puisque c'est ça qui nous intéresse le plus. Vite fait. Je peux peut-être vous parler de ça. Voilà, comme ça vous pouvez suivre à l'écran la frise. Mais ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que l'aile gauche du Parti conservateur s'inquiétait du fait que ce plan rwandais allait contre le droit international. C'est-à-dire que la frange très internationaliste des conservateurs se demandait si ça allait pas remettre en cause l'existence et la pertinence du Royaume-Uni sur la scène internationale. Mais l'aile droite, et la même extrême droite avec Braverman en tête, se disait que ce plan n'allait pas loin, qu'il fallait tout bonnement ne plus écouter la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est ça, ouais. Donc, alors que les décisions de cette Cour sont en général incorporées dans le droit des pays. Et le Royaume-Uni fait partie des signataires de la Cour, mais ces gens-là veulent Même s'ils sont hors UE maintenant? Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu peux être adhérent à la Cour européenne des droits de l'homme et hors UE. Okay. Mais, et surtout, ils pensent que ça ne va pas assez loin, puisque ça ne fait pas peur. Ça n'incite pas assez les gens à ne pas tenter le périple. Donc pour eux, il fallait une déportation directe sans moyen pour les migrants de revenir en Angleterre. Il fallait ne pas prendre en compte... Mettre un mur en plein milieu de la mer et les envoyer directement... C'est un peu ça, et en plus, il reprochait à Rishi Sunak de lui-même ne pas croire à ce plan, puisqu'il y a une sortie comme ça où Sunak disait que ce plan n'allait pas marcher. En décembre, il disait lui-même que ce plan n'allait pas marcher. Il s'en est défendu dans la presse britannique, mais il s'est lui-même dit que ce plan n'allait pas marcher. Et ce conflit ravive les tensions qui existent entre les Tories, donc les petits surnoms pour l'aile droite, enfin le parti de droite, les conservateurs, puisque ce parti fait face à une situation très compliquée électoralement. Il est de 20 points derrière le Labour, donc le parti de gauche, en vue des prochaines élections l'année prochaine. De 20 points, énorme. Et il se demandait si Rishi Sunak avait plus ou moins mis son mandat dans la balance en disant que si le plan n'était pas accepté, il n'y a plus de Premier ministre. Donc le vote a eu lieu hier, il est passé avec tout de même 11 membres du Parti conservateur qui ont quand même voté contre, Braverman en tête. Il faut savoir que ce plan va peut-être faire l'office, c'est sûr, de l'examen par la Cour suprême, mais que la Cour suprême n'a pas les moyens d'annuler purement et simplement une décision parlementaire. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est mettre en place ce qu'on appelle, je lui ai mis mon petit nom ici, une déclaration d'incompatibilité, ce qui fait que chaque migrant pourrait faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme si jamais ils estimaient que leur situation était biaisée. Ce qui engorgerait encore plus l'administration, qui coûterait encore plus cher, etc. Apparemment, ce serait un vrai... très mauvais calcul. Un très mauvais calcul. Ouais.
Donc là, la prochaine étape, c'est cette décision-là de la Cour Cette suprême. décision-là, en fait, on va voir s'ils le font, et s'ils le font, ce sera chaque personne qui devra faire appel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une décision pour annuler la loi, mais chacun pourra avoir un recours. Ok, bah, c'était Merci super beaucoup. intéressant. Avec Ouais. plaisir. Ouais. Mais c'était- hyper flippant aussi, Ouais, je c'est trouve. très flippant, mais surtout que c'est une déportation très légale, sachant que l'ONU, je voulais juste finir par ça, l'ONU a réaffirmé mardi l'incompatibilité de ce plan, de cette loi avec le droit international. Waouh. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà observé quand on a parlé des élections aux Pays-Bas avec Geert Wilders qui proposait qui avait des idées en tout cas de loi, notamment à l'encontre de la communauté musulmane, qui allait complètement à l'encontre des lois européennes, quoi. Le fait qu'un ministre se dise n'écoutez pas l'instance suprême judiciaire, je trouve ça très inquiétant. C'est trop cool que les sujets vous plaisent. Et par contre, j'espère que vous avez encore la tête bien accrochée et que vous êtes prêts à parler de politique à 21h30 parce que c'est ce qu'on va faire. Et c'est un peu le premier sujet qui lance la campagne électorale belge, chez nous en tout cas. Merci de niquer mon intro, c'est gentil. Bah en tout cas ça montre qu'on n'a pas vraiment de vue sur les chroniques les uns des autres. C'est ça. Moi je trouve ça plutôt rassurant. Il y a une belle alchimie, une belle synchronisation, une belle symbiose dans l'équipe. Ah non, on est complémentaires au final. Parce que oui, en fait, en C'est juin, vrai. ici, il y aura les élections européennes, régionales et fédérales. Et ça y est, la campagne, on peut dire qu'elle est officiellement lancée ici en Belgique. Arrête. Merci, Jonas. Bah, j'ai rien dit là, je regarde, j'observe, je Et- joue plus. On le voit dans les médias, les partis ils s'enchaînent, que ce soit dans les pages ou sur les antennes, sur les plateaux, entre les vœux 2024 qui annoncent les grandes lignes directrices pour les mois à venir, et surtout les annonces des têtes de liste, et bientôt les listes complètes. Et je voulais vous demander, avant d'enchaîner toute ma chronique, est-ce que vous, il y a des annonces qui vous ont plus ou moins marqué que d'autres ces dernières semaines? Est-ce que vous en retenez déjà? Neymar au PSG. Non, en politique. Non mais s'il vous plaît, concentrez-vous. Non mais c'est moi pas c'était trop- le jour où Adja Labib, je trouvais que ça avait été très vite entre le moment où elle a annoncé rejoindre le MR et ensuite le moment où elle a été pas déportée, elle a été propulsée voilà, pardon, au poste de ministre. Elle a été nommée ministre avant de dire qu'elle faisait partie du MR. C'est peut-être pour ça que ça m'a paru aussi con. Je trouvais que ça partait un peu de nulle part en tout cas. Merci le chat. Julie Taton, effectivement, je vais en parler. Et parce qu'effectivement, les annonces pleuvent comme des petits pains depuis ces dernières semaines. Pleuvent comme des petits pains. oui. C'est original. Oui. Ouais. Alors, je vais vous dresser la liste. Maxence, est-ce que tu es ready pour les petites têtes des gens? Aline qui dit elle y va pas à tâtons. Il n'y a pas que nous qui sommes fatigués, j'ai l'impression. Non, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Est-ce qu'on a les petites têtes? On n'a pas les petites têtes. En fait, du coup, j'ai passé une demi-heure à faire des montages. Ça arrive, les petites têtes arrivent. Les petites têtes arrivent parce que quand même, c'est rébarbatif des listes comme ça. Donc, je voulais vous mettre les têtes des gens, surtout avec les petits partis en C'est dessous. vrai que j'aurais dû faire ça pour les pays qui soutiennent Taïwan. J'aurais dû mettre tous les drapeaux et faire est-ce que vous en connaissez deux? Mais sinon, c'est pas grave, hein, j'enchaîne parce qu'on est déjà en retard. Non, apparemment, ça arrive, mais qui sur cette liste par exemple? Je sais pas. Est-ce qu'on peut déjà Mais en parler? En fait, le truc, c'est que le gars est totalement. Le premier, c'est un inconnu, je pense, pour la plupart d'entre nous, donc autant avoir sa tête, tu vois, pour qu'il incarne vraiment. Mais c'est vrai que, pardon, peut-être que tu en parleras plus tard, mais à l'échelle communale, je trouve que ça se fait pas mal de ramener des personnalités locales, en tout cas sur les listes. Bah, c'est en fait, bon, ça on va en parler après, mais c'est le but des élections quand même de gratter des voix. Souvent avec des gens, je sais pas, qui sont dépolitisés ou qui votent pas ou qui sont pas intéressés. Et donc on essaie de capter des gens qui connaissent déjà hors politique pour essayer de les rallier à sa cause. Mais ça, je vais. Maxence, vas-y, c'est pas grave, on enchaîne. C'est bon? Alors, Peut-être. on va commencer avec C'est pas ça. la première annonce en septembre dernier. Et je vous l'ai dit, on commence par, je pense, on dépasse un peu à côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est rigolo. Par une des personnalités les moins connues de toute cette liste. Mais il a été le premier coup d'éclat vraiment en septembre. C'est Olivier de Wassage, ancien administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises. Bref, il faisait partie du monde des entreprises. Et il a rejoint Les Engagés, donc un parti à peu près centre-droit pour nos amis qui ne sont pas belges. Et Les Engagés n'a pas manqué le coup de com' autour de ce recrutement en précisant qu'il s'agissait d'une personnalité d'envergure qui les rejoignait, avant d'ajouter qu'Olivier de Wassage allait mener la tête de liste à Liège pour les élections régionales. Place de choix que l'on retient.
On enchaîne avec la deuxième personnalité, parce que dans le même temps, les engagés annoncent l'arrivée de Jean-Jacques Cloquet, ancien CEO de Charleroi, et qu'il occuperait la tête de liste Charleroi-Thuan pour les élections régionales. Troisième personnalité, et celle-ci plus connue, Yves Copiters. Je pense que ici, Monsieur Covid. ça va vous parler, évidemment. Ce nom vous dit peut-être quelque... C'est lui qui dit. J'avais prévenu hier que le nom disait quelque chose, mais que je ne mettais pas la tête. Voilà, c'est donc, bon. ce nom vous dit, et cette tête vous disent peut-être quelque chose, parce que, effectivement, comme Jonas a dit, il écumait les plateaux au moment du Covid, parce que Yves Copiters, en fait, c'est un médecin spécialisé en épidémiologie. Donc en septembre, encore une fois, il rejoint les engagés, et on poursuit encore une fois la même mécanique. Non, on y reste sur Copiters. On poursuit la même mécanique parce que cette fois, il mènera la tête de liste des engagés en Brabant wallon pour les fédérales. On peut maintenant changer d'image parce que je vous présente une autre personnalité dont on a beaucoup parlé dans les médias ces derniers temps, le juge Michel Claise, figure incarnante du dossier du Qatargate et désormais retraité. Pendant 23 ans, il a exercé le métier de juge d'instruction et aujourd'hui, il se place du côté de la création de la loi en rejoignant le parti Défi, donc un parti centriste qui se définit comme libéral-social pour nos amis encore une fois non belges. Et il occupera la 3e place de la liste du parti à Bruxelles pour les fédérales. Alors pour la petite info, la 3e place c'est énorme parce qu'actuellement il n'y a que 2 députés Défi à la Chambre, donc au fédéral en Belgique. Et placer Michel Claise en 3e place, c'est un réel... Bon, je suis désolée, défi pour défi, c'était pas du tout voulu le jeu de mots. Parce que... Si, on le sait. Non, vraiment, non, je suis désolée. C'est un challenge pour défi, quoi. Oui, voilà, merci, c'est un challenge pour défi. Oui, absolument. Parce que le but, c'est qu'il soit élu, et donc c'est de gagner plus de voix, évidemment, que les dernières élections, proportionnellement parlant. On enchaîne, et maintenant, on change de parti et de registre, avec l'annonce, il y a 2 semaines, par le MR, donc Parti libéral, que Marc Isaïe, donc le monsieur que vous voyez à l'écran, serait à leur côté sur les listes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense notamment aux Français, Marc Isaïe est l'un des fondateurs et a été le batteur du groupe de rock Machiavel, et il a aussi participé à la création de la radio Classique 21 où il a été directeur et animateur. C'est donc une figure totalement médiatique. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de Jean-Louis Aubert en France. Je sais pas pourquoi, mais je rapproche les deux personnes pour une raison que j'ignore. Alors que je suis sûr qu'ils n'ont pas eu tout les mêmes idées. Et puis Jean-Louis Aubert, il a jamais monté de radio. Non, mais je trouve qu'ils ont la même énergie, tu vois. Je veux dire, dans l'influence de téléphone notamment. En vrai, merci pour la comparaison parce que j'avais pas vraiment d'idée à ce niveau-là. Et je le connaissais pas avant 2 semaines. Peut-être plutôt en termes de reconnaissance publique. Plutôt qu'en termes d'idées ou de parcours. Et donc, à propos de Marc Isaïe, Georges-Louis Boucher, le président du MR, a déclaré « C'est un profil atypique en politique, c'est bien. La politique doit s'ouvrir aux entrepreneurs, aux artistes et il y aura d'autres annonces dans les prochaines semaines. » Et on reviendra plus tard à ces propos. On a une très bonne vanne dans le chat. Attends, oui, on a eu des remarques dans le chat, notamment Aline qui disait « Critères désengagés, être un homme blanc grisonnant ?» Point d'interrogation. Quand le rock devient un classique. Ouais, exactement, Marc Isaïe. Eh bien, je suis contente que ça vous inspire. Enfin voilà, je suis contente qu'on soit attentive à la chronique alors que c'est la dernière. Oui, ça fait plaisir. Dernière recrutée dont je vais vous parler, parce que oui, c'est une femme et la seule sur cette liste, Julie Taton. C'est encore une fois le MR qui a annoncé sa venue parmi ses rangs il y a à peu près 1 semaine. Et Julie Taton, c'est donc maintenant une ancienne présentatrice de NRJ. C'est Karine Le Marchand. Et également ancienne Miss Belgique. En matière de popularité, on se place là. Et elle sera 2e sur les listes du Hainaut. Et on dit bonsoir à Nico. Merci de nous avoir rejoints. Nico, ouais. Donc oui, 2e sur la liste du MR dans le Hainaut, ce qui est encore une fois une très belle place. J'en oublie sûrement, mais en tout cas, ces personnes-là, c'est celles dont on a le plus parlé dans les médias ces derniers mois. Et bon, je pense qu'il y en aura d'autres avant les élections. Et il y a 2 choses essentiellement à tirer de cette liste. C'est que, 1, ces personnalités, elles étaient avant connues du grand public, qu'elles aient été patrons, membres de société civile, experts dans leur domaine, journalistes, artistes, enfin bref, elles avaient déjà une portée médiatique assez importante. 2e point, ils ont toutes et tous bénéficié de places de choix sur les listes électorales. La plupart devront mener celle de leur parti, ce qui est quand même pas rien. Il y a juste encore une très bonne vanne d'Aline. Allez-y. Ah bah Julie, on t'attendait pas. Vous êtes en forme ce soir, mais... Oh, putain, pardon, c'est ça, on dirait vraiment en stade. Vous êtes en forme ce soir. Et nous, on est fatigués. Donc ça fait un joli mélange. Mais merci en tout cas d'être aussi réactif.
Merci d'en rire. Il va falloir du temps pour m'en remettre de ça. Oh. Ça va aller. Ouais, ça va. Vas-y, enchaîne, t'inquiète. Ok. J'arrive. Bon, on va pas se leurrer, cette méthode de recruter des populaires novices, c'est évidemment pour gagner des voix, pour mieux se placer aux élections, capter un public qui était jusque-là détourné de la politique ou d'un parti ou qui n'était tout simplement pas intéressé ou bien qui manquait de confiance dans les personnalités politiques. Et je me demandais, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec ce que Macron avait dit en 2017 quand son élection de vouloir renouveler un peu les politiques en faisant appel à la société civile, des Nicolas Hulot, des gens qui venaient de l'entreprise, etc. Ça fait partie d'une forme de renouveau dont je parlais juste après en vrai. Parce qu'en fait, ces recrutements, c'est une sorte de symptôme d'une crise de la représentation. Les électeurs ne se sentent pas ou pas bien représentés par leurs élus. Et là, je ne parle même pas de l'âge ou de l'origine ou du sexe des élus à la Chambre fédérale ici en Belgique. Mais on peut prendre un chiffre qui est assez éloquent. Si on additionne aux élections de 2019 le nombre de votes nuls, blancs ou de non-votants, on arrive au résultat de 1,4 million selon des chiffres du soir, soit 17% des électeurs. Ça veut dire que 17% des électeurs, soit environ un électeur sur 5, n'a pas choisi de parti. Alors, face à cette crise de la défiance, dans laquelle des politiques sont vus comme des élites déconnectées de la réalité, on a déjà évoqué ce discours ici sur ce plateau, les partis, en fait, ils essaient tant bien que mal de réincarner au mieux cette représentation au plus proche des citoyens. Et pour ça, je vais m'appuyer sur une analyse que Bertrand Haine a présentée sur Matin Première la semaine dernière, il me semble. Il dit qu'en fait, en Belgique, on peut remarquer deux caractéristiques inhérentes au monde politique. Un phénomène que le journaliste qualifie d'endogène, c'est celui des dynasties. Parce qu'en politique, ici, en Belgique, on l'est souvent de père en fils, ou de père en fille, ou de mère en fille, ou de mère en fils. On incarne une figure déjà connue qui participe à ce manque de représentation de la population. Pensez aux familles Michel, Dardenne, De Croo, Désir, Van Petegem, Ducarme et j'en passe. Évidemment, la liste est super longue. Deuxième phénomène, c'est un phénomène plutôt exogène et c'est celui dont on parle ici. L'arrivée des personnalités de société civile dans les partis pour recapter cette représentativité. Et en fait, engager ces populaires novices, comme je les ai appelés, cette expression, genre de moi, je ne les voulais à personne, c'est en quelque sorte compenser ce phénomène d'entre-soi politique qui déplaît à une partie de la population. Et ce n'est pas qu'une illusion ou qu'un ravalement de façade, ces personnalités occupent un rôle de choix en se plaçant aussi haut sur les listes. Comme je vous l'ai dit, ils sont souvent premier, deuxième, troisième de leur liste, avec une certaine aura. Pas du tout, c'est pas du tout le mon paragraphe. Et les partis misent en fait réellement sur cette stratégie. Pour te laisser le temps de retomber, on a Nathalie qui dit qu'au Liban ça se fait aussi beaucoup, de père en fils, vitam aeternam. Mais dans pas mal de pays en vrai. Les Clinton et les Bush aux États-Unis, c'est un exemple très connu, oui. Et en fait, on en parle beaucoup en ce moment parce que les annonces. J'allais redire pleuvent comme des petits pains, je vais peut-être pas utiliser cette expression deux fois dans la même chronique. Comme des... Non, j'aime bien l'expression pleuvoir comme des petits pains, ça ne veut rien dire, mais j'aime bien l'image, tu vois. En fait, le débauchage des personnalités de la société civile par les partis politiques, c'est quand même loin d'être un phénomène qui est né ces derniers mois. Il est présent depuis des décennies en fait en politique belge. Et selon certains analystes, ça aurait commencé dans les années 60-70. Et la liste, en fait, elle est vraiment super longue. Si on remonte seulement à il y a 1 an et demi, tu l'as abordé juste avant, l'été 2022, souvenez-vous la surprise quand Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères qui fait partie du MR, elle présente sa démission et le MR nomme à sa place Adjal Habib, comme tu l'as dit, connu en tant que journaliste et pour être la figure du JT de la RTBF. Alors certains diront que le MR avait déjà en tête les élections de 2024. Eh bien aujourd'hui, ça ne loupe pas. Adjal Habib occupera la 2e place sur la liste MR à Bruxelles aux élections législatives. Et en fait, le cas Habib, c'était pas du tout le premier issu de la RTBF. On a par exemple, je ne vais pas tous les citer parce qu'on en a beaucoup trop, Michel Conan qui a été rédacteur en chef radio puis télé à la RTBF qui est passé du côté du CDH, c'est l'ancien nom des engagés, en 2009. On a également Jean-Claude Desfossés qui a rejoint Écolo, encore une fois en 2009. Ou, dernier cas que j'ai trouvé, c'est un présentateur du JT qui s'appelle Nicolas Gillard, qui a pris un congé politique pour devenir porte-parole du ministre de l'économie et du travail fédéral,
le PS Pierre-Yves Dermagne. On a aussi des journalistes du côté de RTL qui sont passés dans les rangs des politiques. Magde. Ou de Magde. Je sais plus. Je ne l'ai pas noté. Moi, j'ai noté Pierre Miguichat en 2009. CDH, Frédéric Ries, qui est encore eurodéputé pour le MR et qui, elle, a quitté sa fonction de journaliste en 99. Bah, de la même façon que Adja Labib, on a, je sais plus s'il s'appelait Magde ou de Magde, mais qui maintenant est, je pense, au MR et qui a rejoint il y a 4-5 ans, je pense. Ok. Aussi un ancien présentateur de JT. Mais enfin, voilà, la liste est ultra longue et au-delà des journalistes, on a aussi d'autres personnalités, des artistes, des sportifs. On a parlé tantôt avec Marc Isaïe. Et en exemple de sportif, j'ai noté le footballeur Marc Wilmot qui avait rejoint le MR en 2003, ou encore le boxeur Béa Diallo qui est allé voir du côté du PS bruxellois. Bon, on l'a compris, recruté dans la sphère médiatique pour retrouver un semblant de légitimité aux yeux des électeurs. Est-ce que ça fonctionne? C'est ça la vraie question. Tu peux arrêter de ruiner mes transitions parce que c'était Elio Di Rupo, Jonas. Ah bon? Ah merde. Bon. Je refais mon paragraphe. On va couper ça au montage. On le fera pas. son montage. Donc comme on l'aura compris, recruter dans la sphère médiatique pour retrouver un semblant de légitimité aux yeux des électeurs, c'est encore plus vieux que la carrière d'Elio Di Rupo. Mais dans les faits, est-ce que cette équation fonctionne? Merci Jonas pour la transition. Avec plaisir. En fait, on pourrait se dire que c'est un peu risqué de faire entrer en politique des gens qui ne s'y connaissent pas, mais c'est comme partout. Il y en a certains qui captent très vite les rouages et qui savent très bien s'adapter, quand d'autres vont simplement se brûler les ailes et disparaître au bout de quelques semaines. Amener du neuf, comme tu disais tout à l'heure, un regard nouveau en politique, ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont d'office se planter. Voilà, ça dépend souvent des personnalités. Et le cas de Adja Labib. On a un nouveau abonnement. Oh, merci beaucoup pour ton Prime. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et donc, je reparle vite fait du cas Adja Labib, qui est vraiment édifiant, je trouve, à ce niveau-là. Bon, je suis pas là pour juger si elle fait du bon ou du mauvais travail. Je suis journaliste et pas analyste politique. Mais en tout cas, les faits sont là. Quand elle est nommée ministre, elle n'avait revendiqué aucune manifestation politique, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et au-delà de son métier de journaliste, évidemment, elle touchait à la politique, mais elle ne faisait pas de politique. Elle est directement jetée dans le grand bain d'un ministère qui est quand même celui des Affaires étrangères. C'est pas rien, c'est un gros dossier. Et ça fait 1 an et demi qu'elle l'assume, elle est toujours là. À noter que certains, au sein de la Chambre, ont déjà demandé sa démission, mais la raison n'était pas due à son manque d'expérience. Certaines personnalités peuvent donc apporter du renouveau, du punch à certains partis qui ont du mal en fait à s'incarner au sein de la population, comme devrait être capable de le faire Michel Claise pour Défi, selon les mots de l'éditorialiste en chef du soir, Béatrice Delvaux, sur Matin Première la semaine dernière. Et je trouve ça intéressant de voir que les partis ont besoin d'aller chercher du neuf et des personnes complètement ailleurs pour un peu se donner de jeunesse, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permet un peu de déprofessionnaliser la politique, ce qui est quand même une grosse demande dans la sphère des mouvements sociaux. Par contre, ce qui est marquant, c'est que déprofessionnaliser la politique, c'est-à-dire attirer des gens qui ne sont pas là-dedans, ça marche que pour certains types de boulot, quoi. C'est médiatique, artistique, du business. C'est pas déprofessionnalisé pour les agriculteurs, des ouvriers, des enseignants, des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même réservé à un certain type de profession, à certaines classes sociales, quoi, quand même. Et comme le dit Aline, ça rejoint sa chronique sur les ministres non élus, stratégie à double tranchant. Et effectivement, c'est l'affaire des visas iraniens dont j'ai parlé pour le cas Labib. Et comme tu le disais, Augu, en fait, faire entrer dans ces rangs des personnalités qui incarnent, disons, une cause sociale, qui tient à cœur à un parti, ça permet d'en faire une sorte de porte-parole. Ils puisent en fait leurs idées dans la société civile, ça leur donne une certaine légitimité, et ils les revendiquent avec une figure en fait d'autorité. Par exemple, Yves Copiters est médecin, bim, les engagés, la santé, ça leur importe vraiment. Et ils vont envoyer Yves Copiters sur les plateaux pour le revendiquer et pour en faire leur fer de lance. Même chose pour Michel Claise chez Défi, qui lui propose un plan Marshall de la justice et de refaire du judiciaire un réel pouvoir. Et en quelques mots, en fait, lui, il dit lui-même qu'il veut continuer le combat qu'il a mené en tant que juge, en tant que juge d'instruction. Et en fait, c'est ce que revendique Défi dans son programme pour les élections. Bon, je terminerai quand même en mentionnant tout de même quelques critiques faites à l'encontre de cette méthode. Certains citoyens estiment que c'est un peu facile de leur proposer comme ça des novices auxquels on peut facilement s'identifier pour les élections.
pour rester polis, ils peuvent avoir l'impression d'être pris pour des bleus et que cette méthode ne reste qu'une stratégie électorale opportuniste de la part des partis. Et en interne, ça grince des dents aussi. Je vous l'ai dit, ces personnalités occupent généralement une place de choix sur les listes en arrivant un peu de nulle part comme ça, quelques mois voire semaines seulement avant les élections, quand d'autres incarnent les valeurs de leur parti depuis des années, se battent pour eux et se retrouvent relégués à une circonscription qui ne leur tient pas à cœur ou à une place moindre. Maintenant, continuons juste d'observer ces mouvements préélectoraux. Je pense que ça fera le sujet d'autres chroniques sur ce plateau. Les jeux sont en train de se faire, en tout cas, en espérant que dans 6 mois, on ne dira pas « rien ne va plus ». L'échiquier est en place, les pièces avancent. On a une dernière remarque dans le chat. C'est Navnico qui dit on a vu avec Yves Copiters qui n'était pas prêt à passer sur RTL, donc pas sûr que ce sera très profitable. Alors, je ne sais pas si tu fais référence, parce que je sais que Yves Copiters, quelques jours après sa nomination, on lui a posé des questions sur le parti Les Engagés auxquels il n'a pas su répondre, ce qui fait un peu mauvaise presse. Ouais, ça fait un peu tâche. Je pense que ce passage sur RTL, je ne l'ai pas vu. En revanche, j'ai entendu son intervention sur Matin Première la semaine dernière. Et le sujet, c'était lundi. Et le sujet, c'était la santé comme enjeu électoral là en juin. Et en fait, le mec connaît par cœur ses dossiers. Forcément, il a été médecin, il a vécu le terrain, il a complètement la légitimité pour défendre ce qu'il avance parce qu'il l'a vécu. Bon, ça c'est un avis personnel, mais en tout cas, le dossier de la santé, il maîtrise. Après, d'autres dossiers, je ne sais pas. Et c'est aussi ce qui est un peu touchy avec ces personnalités parce qu'on leur demande de faire de la politique alors qu'elles n'en ont jamais fait avant. Et c'est pas du tout la même chose que de faire partie de la société civile et de revendiquer ses valeurs. Non, puis après, ils ne sont pas tout seuls. Il faut bien comprendre qu'un ministre, quand il est en fonction, il a derrière lui toute une batterie d'assistants, de collaborateurs, de gens qui vont lui apprendre, de gens qui vont traduire pour lui les messages de la politique. Donc, c'est pas on balance quelqu'un comme ça dans le grand bain. Il y a toute une équipe qui reste stable derrière, qui ne bouge pas trop. Copiters ou Claise, je sais pas parce qu'ils ne sont pas ministres, tu vois, ils sont seulement candidats sur des listes. Après, je pense qu'ils doivent avoir des conseils, des coachings ou des trucs comme ça pour passer de ce côté-là, parce que c'est tout un métier être politique. C'est ça, le média training, ils ont d'office ce genre de choses. C'est dans tous les partis, à mon avis, ils doivent en avoir. Mais je comprends que certains... pardon, vas-y. Moi, c'est juste que un médecin, c'est encore important dans un groupe, dans un parti politique, parce qu'il s'y connaît bien pour les dossiers médicaux ou bien de la santé. Artistique, on a vu qu'il y a quelqu'un que encore, peut-être, on ne sait jamais, ça pourrait réussir des fois. Oui, bien sûr. Il y a Nico qui nous dit quand tu es député, c'est quand même touchy de ne gérer qu'un seul sujet, il faut être un peu généraliste. Alors je suis pas d'accord avec ton commentaire, parce qu'il faut savoir que généralement, au sein des... Non, c'est parce que c'est pour résumer, comme on les voit pas en entier les commentaires sur la télé. Ah oui, généraliste un minimum. Ah oui. En fait, généralement, les députés, au sein de leur parti, ils se répartissent les dossiers et les portefeuilles, si je puis dire. C'est pas des ministres, mais voilà. Ils ont un peu leur spécialité et tous les députés ne gèrent pas tous les dossiers. En tant que député, tu suis, je dirais 5 gros dossiers au niveau de ton pouvoir et tu les revendiques au niveau de ton parti pour l'ensemble de la Chambre ou du Parlement. Mais je comprends ta remarque quand tu dis il faut être un peu généraliste, mais faut pas se leurrer, les députés, ils ont aussi leur spécialité. Et justement, en tant que média, tu vas pas inviter Madame X qui est spécialisée sur le logement pour parler du bien-être animal, tu vois. Mais il te répond, il dit qu'ils vont tous en plénière, donc effectivement, ils ont tous une voix et ils représentent tous leur circonscription sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, si le gars est spécialisé de la santé, il va quand même voter l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, par exemple. Dans ce sens, oui, évidemment, mais il ne faut pas oublier que derrière eux, il y a tous des conseillers politiques qui ont fait des études, qui épluchent les textes de loi pour eux, qui les conseillent, et il y a un parti, c'est-à-dire qu'ils vont aussi suivre l'ordre du parti, même sur des sujets auxquels ils sont très attachés. Si le parti n'est pas foncièrement d'accord ou pas d'accord à 100%, ils vont quand même soit se mettre en rupture, soit suivre le parti. Donc ça va, ils ont les collègues qui bossent avec eux, mais effectivement, sur les sujets qu'ils maîtrisent très peu, ils vont se faire briefer et ils vont suivre la ligne du parti. C'est vrai que généralement, dans la Chambre, un député, c'est pas
une voix solo, il vote avec son, Oui, en général avec son parti. c'est ça. En fonction des dossiers, mais en général, c'est ce qui se passe. Et c'est souvent les députés spécialisés qui impulsent la décision du parti. Moi, c'était tout. C'est juste pour C'est savoir si on on avait s'en va, encore c'est ça autre chose à ajouter ou si on clôturait là-dessus. Mais je pense que c'est pas mal quand même. Ouais, vu ouais, moi, je pense que c'est bien, l'heure, par contre, les c'est bien. Mine de rien, malgré les difficultés techniques, on a réussi à faire ça correctement et à avoir un horaire correct, je pense. Je parle trop près du micro, peut-être. Non, ça va. Tout va bien. Oui, J'ai rien dit. comme dit Aline, ils doivent s'intéresser un peu à tout, mais ils doivent être béton sur leur sujet à eux en priorité. Voilà, ça résume un peu ce qu'on a C'est dit. ça. En tout cas, un immense merci à Merci. vous de nous avoir suivis, d'avoir participé au chat, de vous Jusqu'à être la abonnés, fin. de nous avoir Trop follow. bien. Ça fait super plaisir de nous avoir fait rire parce que ça fait du bien aussi, Ouais, c'est franchement. ça. J'espère que nous a fait rire aussi avec toutes nos Melbournes et Je vois pas de quoi tu nos parles. granulars. Tout s'est super bien passé. Fourche-langue, etc. Enfin voilà, c'est toujours un moment, je pense qu'on kiffe toutes et tous ici et ça nous fait vachement plaisir. Continuez évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des news, pour savoir quand est-ce qu'on fera notre prochain live, émission, live chill, voilà. En tout cas, passez une très bonne soirée Et on se retrouve a priori dans 2 semaines. Dans Avant 2 qu'il y ait semaines. quelque Ouais. chose entre temps. pour la prochaine émission. A plus tout le monde. Bisous tout le monde. bye. Salut.